Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette deuxième vidéo des tops et des flops de l'année 2025. Bonjour Benjamin. Salut. Dans ton micro. Salut. On a déjà fait les flops du coup dans la vidéo précédente. On va maintenant se pencher sur les tops, les meilleurs films, les 10 meilleurs films, les 20 meilleurs films du coup, parce qu'on a 10 films différents chacun. C'est ça, on a bien rigolé sur la partie d'avant, où on a bien ragé à voir. Mais là, a priori, c'est que du bon. Que du bon, sauf un de ces films qui était dans dans mes flops du coup, Oui, peut-être. où on va pouvoir voir la réponse. De toute façon, encore une fois, on l'a pas dit sur la vidéo d'avant, mais évidemment, ce sont des tops personnels, c'est-à-dire que c'est nos avis, qu'on n'a pas pu voir tous les films du monde non plus. Mais justement, voilà, si vous avez des films sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, ou qui, pour vous, n'hésitez pas à donner votre top personnel, et c'est l'occasion d'en discuter en commentaire. On a vu à peu près une cinquantaine de films chacun, un peu plus 60, ouais. 60, ouais. 61. Des films sortis cette année. Et dans la vidéo précédente, surtout, il y avait beaucoup de films qui étaient sortis sur des plateformes. Oui. Donc il y a un seul film de plateforme sorti cette année dans le top 10. Et il est en top 10. Et il est en numéro 10, justement. On peut commencer avec ça. Donc pour toi, ça sera... Frankenstein. Et pour moi, ça sera Mémoire d'un escargot. Tout le monde se souvient de ce que tu as fait, sauf toi. Alouette. Viens mon pote. Alors ce fameux film de plateforme, Guillermo del Toro, maintenant C'est ça. qu'il a un CDI chez Netflix, C'est ça. qu'est-ce que ça donne? C'est des chez Netflix et pour l'instant ça se porte plutôt bien, contrairement à David Fincher qui descend un peu. Guillermo del Toro il a accouché du film en stop motion Pinocchio, que j'ai vu là très récemment, qui est très très bien. Et il avait fait le Cabinet des Curiosités, qui était plus un documentaire que j'ai pas vu mais qui a l'air très sympa. Mhm. Et là, du coup, il y avait l'adaptation tant attendue de Frankenstein. Donc, un film qu'il veut faire depuis on va dire un certain nombre d'années. Et totalement original, ça n'a jamais été adapté au cinéma. Voilà, jamais. Et là, il s'est dit bon, je suis chez Netflix, j'ai carte blanche, il me laisse faire ce que je veux, j'en profite. Voilà. Donc, il a eu le chèque qu'il voulait pour faire son film. Et du coup, qu'est-ce que ça donne Je trouve que ça donne un bon film. Voilà, surprise, j'aime beaucoup Del Toro. Alors, j'en attendais peut-être un peu trop du film. C'est-à-dire que moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit dans le top 3 de mes films de fin d'année. Parce que ça en ferait un mauvais film. Comme je l'ai dit, pas du tout. Mais du coup, pourquoi j'ai aimé le film? C'est tout simplement parce que c'est Del Toro à son meilleur. C'est-à-dire, c'est un film gothique, mélancolique. Il y avait un énorme soin apporté au choix des cadres, au décor surtout, qui sont magnifiques, au choix des lumières, au costume, au maquillage aussi, parce que la créature de Frankenstein qui est incarnée par Jacob Elordi, Elordi. franchement, j'ai bien aimé son design qui change un peu. Le fait qu'elle soit un peu gris, bleu, pâle, peut-être moins gore que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais ça la fait penser un peu, tu sais, aux mannequins qui sont utilisés dans les cours de médecine. Oui, C'est un peu le but, je vois j'imagine. l'idée, ouais. Voilà. Et puis même l'interprétation en elle-même est franchement saisissante. Je trouve que Jacob Elordi s'en sort très bien, sachant que ce n'était pas le premier choix pour le film. De base, ça aurait dû être Andrew Garfield. Ah oui, Donc rien à voir, même au niveau du gabarit et tout. Donc on va dire, c'est un changement pour le mieux, parce que j'aime beaucoup Andrew Garfield, mais est-ce qu'il aurait pu donner une performance similaire? Je ne sais pas. En tout cas pour ce rôle spécifique. En tout cas, l'histoire, bon, elle est très connue, donc ça limite, c'est pas forcément une découverte, mais je trouve que c'est plutôt fluide pour un film qui fait quand même 2 heures, presque 2h40. ok, Et ah oui, quand même. Ouais, ouais. Il n'y a pas trop de temps mort, en tout cas, enfin, ça prend son temps, mais voilà, ça développe les personnages, l'univers, c'est assez intéressant. Il y a une bonne gestion, enfin, même, voilà, c'est une bonne gestion du rythme. Je n'ai pas été déçu, ça a été très touchant parfois. Comme souvent dans les films de Del Toro, il y a vraiment cette mélancolie, cette façon d'humaniser les monstres qui sont souvent des victimes plutôt que on va dire que des bourreaux. Et là, avec la créature de Frankenstein, c'est un peu l'exemple parfait. Parce que on va dire que l'antagoniste, c'est plus le docteur Frankenstein lui-même. Oui, mais c'est une thématique récurrente dans les films de Del Toro. Voilà, donc ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais c'est toujours très efficace. Voilà. Mais encore une fois, j'en attendais peut-être un peu trop. Ce qui fait que j'ai un peu revu on va dire ma note à la baisse. Mais ça reste quand même un très bon film et je le reverrai avec plaisir. C'est juste que comparé à d'autres films qu'il a pu faire, comme par exemple Les Chines du Diable ou Le Labyrinthe de Pan, on est un peu en dessous. Parce que pour le coup, Le Labyrinthe de Pan, c'est un chef-d'œuvre. Mais
Je sais que tu n'es pas très fan de Del Toro. Non, j'aime pas trop son cinéma. J'ai pas aimé que ce soit le Labyrinthe de Pan où il avait eu l'Oscar pour La Forme de l'eau. J'avais détesté La Forme de l'eau. Hellboy, Pacific Rim, tout ça. Vraiment, je n'accroche pas à son style Alors du que tout. c'est des gros robots. Alors que c'est des gros robots. C'est des gros robots. Mais oui. Non, j'aime pas trop son style, j'aime pas sa patte, j'aime pas son univers. Et c'est vrai que son passage sur Netflix, du coup, j'ai pas du tout regardé, que ce soit Pinocchio, que ce soit Frankenstein. Je voulais regarder parce qu'en vrai, ça avait l'air intéressant, il y avait des propositions intéressantes. Mais j'ai pas du tout pris le temps de m'y pencher, mais ce sera peut-être l'occasion d'y aller. Bah, en fait, c'est un peu... Si t'aimes pas le style de Del Toro, ça m'étonnerait que t'aimes le film. Ouais, c'est pour ça. Mais est-ce que ça veut dire que tu trouves pas des choses intéressantes? Je pense pas. Mais... Non, il y a forcément des choses intéressantes dedans, mais du coup, c'est un film où on ressent vraiment la patte de Del Toro. Ouais, voilà. C'est-à-dire que Netflix, dans les cartes blanches qu'il laisse au réalisateur, il y a une fois la formule Netflix, on va dire, qui est un peu agaçante. Mais des fois, comme Scorsese avec The Irishman, quand il laisse vraiment carte blanche à des réalisateurs de prestige, ça qui est nous de donne, plus en plus rare. Ce qui est de plus en plus rare, mais voilà, de temps en temps, ils arrivent vraiment à pondre des pépites. Quand ils font vraiment confiance à un réalisateur, bizarrement, ça marche. Alors, évidemment, ils vont pas donner 150 millions à tous les réals, mais voilà, c'est intéressant. Mémoire d'un escargot, donc qui est sorti en tout début d'année, en février, mars, même peut-être janvier. Le souvenir remonte un petit peu, mais ça m'avait beaucoup marqué en tout début d'année. Ce film donc qui raconte l'histoire d'une famille d'escargots dont la grand-mère vient de décéder et qui laisse un héritage. Et avec deux enfants qui vont se retrouver séparés dès l'enfance alors qu'ils étaient très proches, qui vont essayer de se retrouver à l'âge adulte avec plein de traumatismes à exorciser un petit peu. Un film hyper troublant, hyper assez choquant, honnêtement. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à c'est du stop motion, c'est un truc un peu mignon, un peu pas du tout, c'est vraiment atroce. La fille de ce duo qui va entamer une relation avec un type qui est plutôt green flag, tu vois, c'est plutôt un mec adorable et qui essaie de ne pas la complexer sur le fait qu'elle prend du poids et tout, et puis en fait tu te rends compte que c'est un mec qui fétichise énormément les corps gras et qu'en fait il a complètement métamorphosé pour ses propres fantasmes et qu'elle ne s'en remettra jamais du coup. Et de l'autre côté t'as le gamin qui va vivre dans une famille très pratiquante d'une certaine religion. Je sais plus si c'est une vraie religion ou si c'est un truc sectaire, tu vois. Mais qui mettent les enfants au travail et il va finir par brûler tout le bâtiment. Ah oui, c'est vénère en fait. C'est hyper vénère. D'accord, c'est hyper vénère. Un film mignon. Enfin, je non, l'ai pas vu du coup, mais c'est hyper vénère. Attendez, un truc mignon, un peu en fait, mélancolique. Mais... Non, du tout. D'accord. Et en fait, l'histoire, c'est du coup ces deux qui vont se retrouver avec leur trauma partagé et qui vont essayer de se reconstruire derrière. Donc voilà, c'est un film très vénère, très traumatisant. Mais ironiquement, ça me fait beaucoup penser à Frankenstein de Del Toro, parce que j'ai beaucoup parlé de la technique du film et pas forcément beaucoup des thèmes abordés, mais ça parle beaucoup des relations père-fils, évidemment, entre la créature et le docteur, mais aussi de la gestion des traumas et de comment tu fais ressortir ça sur tes enfants. Parce qu'on a le premier chapitre de l'histoire qui est centré sur l'enfance du docteur Frankenstein, où on voit que son père le délaissait, le méprisait. En même temps, il est joué par Tywin Lannister, donc c'est logique. Mais voilà, et forcément, il a cette obsession pour construire la créature, et dès que la créature ne répond pas à ses attentes, parce que forcément au début, elle est très... elle a un peu la mentalité d'un bébé, elle parle pas, elle a peur de tout. En fait, il commence à être en colère, à la rejeter, à la violenter, jusqu'à ce qu'il tente de la tuer directement et qu'ils se séparent jusqu'à la fin du film. Et ça me fait penser à ça, ce que tu racontes en tout cas. Les deux films se rejoignent, on n'en a pas parlé avant, mais les deux films se rejoignent un peu de ce que tu en dis. Oui, sur la gestion des traumatismes et de comment est-ce que tu les répercutes après sur les autres personnes qui t'entourent. En numéro 9, on retrouve donc Sirat. Et Weapons, ou Évanoui. This is a true story that happened in my town. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. La guerre a débuté cette nuit. This is where the story really starts. Évanoui, un sacré titre de merde quand même.
Je pense que Weapon, c'est un peu plus stylé, on va dire, quand tu le dis comme ça. Mais peut-être que Évanoui a plus de sens. Moi, je trouve justement plus de sens à Weapons dans cette idée d'utiliser des êtres humains comme des armes. Enfin, les deux ont du sens, bien sûr. Mais... Que Évanoui, qui fait plus spoiler en fait du film, tu vois. Mais... Alors oui, parce que là on en parle, mais de quoi ça parle en fait, Weapons, c'est dans une petite ville américaine où d'un jour à l'autre, il y a toute une classe de CM2 comme ça qui disparaît, et en fait on les a juste captés par des caméras de surveillance s'évanouir comme ça dans la nuit, courir vers on ne sait où, sauf que il reste qu'un seul gamin dans la classe. Donc forcément, toute la communauté est chamboulée, les parents ils cherchent un coupable, ils pointent évidemment la professeure du doigt, qui elle n'a rien à voir là-dedans, et va un peu mener son enquête de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gamins ont disparu, pourquoi il n'y en a qu'un qui est resté, qu'est-ce qui se passe dans cette ville, voilà. Et c'est un film d'horreur réalisé par Zach Cregger, qui avait réalisé Barbare il y a 2-3 ans, qui est très sympa aussi, que je vous conseille, et qui du coup grâce à Weapons, qui a été un très gros succès pour un film d'horreur, est en charge du prochain film Resident Evil, qui est censé sortir là cette année. Très bien, en 2026 donc. Ou peut-être début d'année prochaine, je sais pas à quel point ils en sont sur le tournage, mais donc un réalisateur prometteur, parce que c'est seulement son deuxième film, et on peut dire qu'il y a quand même une sacrée maîtrise, parce pour le coup on l'a vu tous les deux au cinéma, la même séance, et il est très très efficace de ce qu'on peut dire dans la gestion de la tension. Il y a pas mal de choses assez terrifiantes dans ce film, beaucoup d'apparitions, puisqu'en fait ça part dans un délire hyper fantastique, avec de la magie et des trucs comme ça. Sans trop spoiler, quoi. On vous doutez que c'est surnaturel. Il y a un sous-texte sur entre la disparition des enfants et on va dire la gestion de la disparition des armes à feu ou des tueries de masse dans les écoles aux USA. Bien sûr. Qu'on pourrait pas trop développer parce que, encore une fois, ça spoilerait. Mais c'est un film qui est très intéressant sur la forme, parce que forcément, c'est un film d'horreur qui est très efficace, mais aussi sur le fond. Il a plein de choses à dire. Et notamment sur la structure qui, au début, je voyais pas trop l'intérêt, mais qui en fait s'avérait très pertinente. C'est où en fait le film, à chaque fois, c'est par chapitre, mais on suit un personnage pendant un chapitre, et à la fin du chapitre, il se passe quelque chose qui souvent est assez inattendu. Et en fait, souvent, ensuite, on repart souvent en arrière dans la chronologie du point de vue d'un autre personnage qui va nous ramener au point où on s'était arrêté avant. Et ça fait ça plusieurs fois dans le film, jusqu'au chapitre final, un peu comme un film choral. Ouais. Mais c'est... Complètement comme un film choral, oui. Et puis à chaque fois, on a des points de vue différents qui nous apportent des infos différentes et qui donnent du sens à chaque fois pour mieux comprendre l'intrigue. Moi, le reproche que j'avais à faire à ce film, c'est que la police ne fait pas très bien son travail, et que pas du tout même. La manière dont l'instit parvient à élucider le mystère, ça paraissait quand même assez évident qu'il fallait partir sur ce piste. C'est-à-dire que, en gros, elle va trianguler les positions de tous les gamins, elle va essayer de choper toutes les caméras de surveillance et de voir vers où ils partent, et bizarrement, ça converge pile à un endroit précis. Et encore, c'est même pas elle qui trouve, c'est le père... Oui, c'est le père, oui. Josh Brolin. Oui, c'est Josh Brolin. Et ça encore, ça peut être pointé comme une incohérence, et c'est vrai que... Alors que la police a accès... Alors que la police est censée avoir accès à toutes les caméras, et que lui, il doit se démener et les piquer aux parents qui sont pas trop d'accord, quoi. Je pense que ça fait partie du discours un peu sur l'inefficacité de la police. Ouais. Notamment, par exemple, le fait que souvent les tueries de masse peuvent être évitées parce que souvent chez les jeunes, il y a des signes de radicalisation, de dépression ou quoi qui amènent à ces actes. Je pense que c'est un peu un parallèle avec ça, le fait que la police ne détourne les yeux, même si là c'est peut-être un peu gros. Oui. Mais oui, en soi c'est incohérence ou discours ou les deux. On dirait Burger Quiz, mais c'est un peu ça. Ça, c'est vous qui vous en ferez votre avis. Mais c'est vrai, le film n'est pas parfait. Mais par contre, donc autant il fait assez peur, il peut être assez terrifiant dans sa première partie, autant toute la fin du film est extrêmement drôle. Ah oui. Et ça, c'est hyper surprenant parce qu'on s'y attend pas du tout, où d'un seul coup, ça devient presque comique, enfin ça devient complètement burlesque même, et toute la salle était morte de rire, et t'avais un peu d'un seul coup toute la tension qui redescend, et c'était vraiment très agréable parce qu'il y avait vraiment beaucoup de genres, on passe par beaucoup d'émotions en fait en voyant ce film, donc il a sa place dans ce top, c'était vraiment très très cool. Ouais. Et Sirat, du coup, parce que je ne l'ai pas vu pour. Alors Sirat, c'est quelque chose, ça a été un petit mouvement, tu vois, où d'un seul coup les gens ils sont en mode, il y a ce film espagnol, tu vois, dont je sais pas, on dirait pas grand chose,
Et en fait, c'est vachement cool. Pareil, hein, c'est à rajouter avec les traumas qui vont avec Mémoire d'un escargot, tu vois. C'est des films assez traumatisants par certains aspects. Sirat, ça raconte pas grand-chose, déjà. Il n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler. Si tu veux, c'est un père avec son fils qui se balade au milieu du désert andalou. Et ils ont perdu leur fille. Et il paraît qu'elle est à un rassemblement. En gros, il y a des énormes festivals clandestins. Festivals. Non. Oui, Tu m'as mis le doute, genre, bah non. non. Il y a des festivals clandestins qui s'installent en fait dans le désert et apparemment elle serait dans l'un d'eux, mais ils savent pas où. Et donc ils vont chercher et ils vont tomber sur un groupe de jeunes qui se décalent vers un autre festival à l'autre bout du désert. Et en fait tout le film ça va être cette traversée du désert, D'accord. que ce soit pour les personnages ou à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vivent une traversée du désert parce qu'ils sont complètement seuls avec leurs émotions et surtout qui sait qui va réussir à survivre parce qu'en fait ils vont être mêlés à des dangers qu'on n'attendrait pas forcément parce que autant le groupe de jeunes fêtards, tu vois, ils ont des espèces de camions qui sont vraiment faits pour braver le désert et les montagnes et machin, autant le daron avec son fils il est dans un van un peu miteux quoi. Ils ont pas beaucoup d'argent et ils ont des modes de vie qui sont complètement opposés, tu vois, les jeunes c'est des punks, c'est des rebelles machin, tu vois, et puis alors que le père, tu vois, enfin lui il est pas contre ça, tu vois, c'est juste que enfin il fait plus garagiste, tu vois. Oui. C'est plus le mec, bon bah, il a sa petite vie, il gagne pas très bien sa vie mais il s'en fout et il va se retrouver à partager ses provisions avec tout le monde et à un peu adopter le mode de vie parce que il a pas le choix, il est au milieu du désert et que s'il veut que les autres lui viennent en aide, il faut que lui vienne en aide aux autres. Et en fait c'est cette histoire de partage de tout ça et il va se passer beaucoup de choses tout au long du film, qui brave des règles de cinéma qui avaient été un peu instaurées par Hitchcock. Tu sais, cette règle de t'as des personnes qui parlent dans un restaurant Oui. et d'un seul coup t'as une bombe qui explose Oui. et en fait ça te fait 10 secondes de surprise, mais si au début de la scène tu montres qu'il y a une bombe. qu'il y a une bombe, t'as 5 minutes de tension, tu vois. Oui. Il brave complètement cette règle, c'est-à-dire que l'horreur survient quand tu ne t'y attends pas, il n'y a rien qui t'y prépare et ça rend le film extrêmement choquant et assez terrifiant. Et en fait à part ça il n'y a pas grand chose de plus dans ce film. D'accord. C'est vraiment juste une ambiance parce que la fille ils vont pas la retrouver hein. Clairement ils vont jamais atteindre le deuxième festival, ils vont jamais retrouver la fille, voilà, c'est juste une histoire de traversée du désert et Littéralement. Et donc j'ai trouvé ce film assez fou, assez marquant. Il y a beaucoup d'images qui sont hyper marquantes dans ce film. Et voilà, on passe juste une séance de tension en fait. Tout le film n'est que tension, on est tendu de bout en bout et c'est génial. Tu me donnes envie de le voir là pour le coup. Et donc si on veut connecter les deux films, est-ce qu'on peut essayer de trouver... De films d'horreur un peu sur la famille hein. Je pense plutôt sur la gestion du social, de tout ce qu'il y a autour, puisqu'il y a une certaine stigmatisation de l'institutrice dans Weapons. Il y a pareil une stigmatisation de ces jeunes fêtards qui vont devoir faire face aux autorités, qui vont devoir faire face à plein de dangers auxquels ils n'étaient pas préparés. Voilà, faire face à un danger non anticipé et tâcher d'y survivre. En numéro 8, on retrouve Bugonia et Superman. Welcome to the headquarters of the human resistance. Where's my hair? Did you consult with the president? No. You seemingly acting as a representative of the United States. I wasn't representing anybody except for me and doing good. Where you benefit from this incident. That was really good. Superman, gros succès de cette année, dans cet été où il y a eu 4 blockbusters qui se sont un peu chevauchés avec F1, Les 4 Fantastiques et le Jurassic World. Oui. Et Superman du coup. Et Superman finalement c'est celui qui s'en tire le mieux, voilà. Oui. Que ce soit au niveau du box-office
Ou Non, au box-office, c'est Jurassic Park qui s'en est le mieux sorti. Sérieux? Il a fait 800 millions et quelques. Putain, pas mérité. Moins au niveau des critiques, mais oui, pour le coup, c'est le plus gros Mais succès, en c'est tout celui-là. cas, niveau succès critique, celui-ci, il s'en est bien sorti pour un film où un bon citoyen américain va déloger un dirigeant étranger. Oui, mais il est méchant. Ah oui, bah, oui. Non, alors pour le coup, je fais Monsieur Box Office pendant 30 secondes. Box Office de l'été, ça a fait Jurassic World, Superman, F1, 4 Fantastiques. Est-ce que c'est reflectif de la qualité? Peut-être pas, mais bref. Superman, donc pour le contexte, c'est le nouveau film, enfin c'est le film qui est censé lancer le nouvel univers cinématographique d'ici, initié par James Gunn, qui est à la fois réalisateur et producteur et chef d'orchestre de ce nouvel univers, et l'autre chef d'orchestre qui est Peter Safran. Et donc forcément, un peu comme Man of Steel l'avait été il y a un peu plus de 10 ans, on lance un univers avec un film Superman, mais qui pour le coup est très différent de Man of Steel parce que c'est un Superman, on va dire, plus proche des comics, qui est plus pas un boy scout un peu plat, mais voilà, un être plein d'empathie, plein de gentillesse, qui essaie de faire le mieux dans un monde où c'est mal vu. Et déjà, j'ai bien aimé cette approche, parce que c'est rafraîchissant, je trouve, plutôt que de faire un énième truc un peu dark ou d'un Superman qui serait un peu blasé. Je pense que c'est bien aussi d'avoir un peu de bienveillance. Rafraîchissant, je suis pas sûr, parce qu'en fait, il se rapproche beaucoup de l'ambiance des films de Christopher Reeve. Oui, non, mais c'était il y a 50 ans, ça. Moi, je parle dans l'univers, oui, d'accord. dans le monde actuel où on aime bien faire des trucs un peu dark à la The Boys ou je ne sais quoi. Et c'est ça aussi que j'aimais pour le film Superman, c'est que c'est un film de comics qui n'a pas peur d'être un film de comics. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à rationaliser absolument tout. On te présente des concepts de dimension de poche, de super-héros qui arrivent, même plein d'éléments qui sont dans le film, et on te dit juste, bah c'est là en fait, fais avec. Il n'y a pas de non mais ça vient de là parce que machin, ou alors des personnages qui font tu t'appelles machin, c'est un peu ridicule ton costume, un peu ce qu'ils aiment bien faire chez Marvel, essayer de ridiculiser ton propre univers pour que ça apparaisse un peu plus crédible, sauf que ça c'est contre-productif. Alors que là, ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'il y a Superman, mais il y a plein d'autres super-héros. Il y a Green Lantern, Mister Terrific, Hawkgirl, j'en passe et des meilleurs. Mais ça a l'air cohérent, ça fait cohérent. Et tu te poses pas trop la question de « Ah ouais, mais il parle pas d'origine story de chaque personnage. » Alors quand tu connais un peu les comics, tu sais un peu d'où ça vient. Mais je me dis même d'un point de vue d'un spectateur lambda, je pense pas que ce soit si indigeste que ça. Oui, c'est agréable qu'on nous bassine pas avec les origin story de chaque perso. Voilà. Et qu'on commence un peu... au cœur de l'action voilà, il y a cet univers instauré, ils ont déjà presque leur Justice League, enfin c'est la Justice Society, Justice Gang, ouais, ils ont voilà plein de trucs qui sont déjà instaurés. En fait, on est propulsé là-dedans, et c'est vrai que c'est agréable de pas avoir de nous bassiner avec de l'exposition à rallonge pour te dire lui il vient de là, il a chopé l'anneau comme ça, machin, on s'en fout, et de nous balancer une histoire qui se tienne de bout en bout, ouais. Quitte à ce que ce soit développé dans leurs films respectifs ou leurs séries respectives, parce que là, cette année on a Supergirl, mais on a aussi la série Lanterns. Ouais. Et on a eu la série Peacemaker cette année qui a switch d'univers entre les deux. Je pense que c'est plutôt bien fait. Enfin... Ah oui, c'est plutôt bien amené, oui. Ouais. Oui. Mais voilà, on va dire que pour l'instant je suis plutôt confiant dans cet univers-là. À voir est-ce que ça va durer sur le long terme ou pas, dans une période où il y a un peu une super héros fatigue. Ouais. Mais voilà, je trouve que c'était assez sympa. C'était un bon blockbuster, un bon divertissement dans l'ensemble. Mais rien à voir avec Bugonia. Ah non, pardon. Ouais, non, mais je trouve ça fou, tu vois, qu'il y a eu 3 films Marvel cette année, et que le film de super-héros finalement qui s'en tire le mieux, ce soit Superman, quoi. Voilà, le seul film d'ici de l'année. Ouais. Et c'est plutôt pas mal. Bon, moi, de mon côté, j'ai pas été hyper emballé par la proposition Superman. J'avoue, j'ai trouvé que c'était un divertissement honnête et sympathique. Mais sans forcément être hyper novateur dans ce qu'il proposait. Puis même le personnage en lui-même de Superman, j'ai pas forcément hyper accroché. Du côté de Bugonia, un autre film avec des extraterrestres, spoiler. Ouais. Spoiler. Du côté de Bugonia, comment est-ce qu'on fait une transition sans spoiler ? C'est le nouveau film de Yorgos Lanthimos. Voilà, tout simplement. Avec Emma Stone, avec Jesse Plemons, comme d'habitude.
Il n'y a pas William Dafoe cette fois. Il n'y a pas William Dafoe. Non. Après, on n'a pas regardé en fond, peut-être qu'il Ah, peut-être, ouais, je suis sûr. Possible. Ça parle de deux jeunes complotistes qui sont dans une cave, qui sont complètement obsédés par l'idée d'un complot extraterrestre qui prendrait des parts dans des lobbies pharmaceutiques. Enfin, c'est un peu complètement tiré par les cheveux, mais du coup, ils vont se retrouver à capturer la dirigeante d'un grand groupe pharmaceutique incarné par Emma Stone, à lui raser la tête, à la recouvrir de trucs pour qu'elle ne puisse plus communiquer avec les autres extraterrestres. Parce que ses cheveux sont des récepteurs. Exactement. Et à lui faire cracher le morceau à tout prix, qu'elle avoue qu'elle reconnaît ses faits. Alors que le problème, c'est qu'a priori, Emma Stone n'est pas une alien, et que les deux bouseux complotistes sont complètement cons. Voilà. Et c'est alors très bonne comédie noire. Très bonne comédie noire, tout à fait. Au fur et à mesure du film, on va découvrir qu'il s'est passé plusieurs choses en amont, qu'en fait, ils étaient liés par le passé. C'est un film avec que des personnages assez antipathiques, parce que finalement, Emma Stone, pas cool qu'elle ait été capturée, mais en même temps, c'était une connasse. Oui, tous les personnages sont assez antipathiques. Emma Stone, certes, elle est dans une situation, on va dire, compliquée, mais de ce qu'on te présente d'elle et de ce qu'elle a pu faire avant, effectivement, c'est une mauvaise personne. Ouais. Et les deux personnages, les deux complotistes, tu sais qu'ils sont dangereux, quoi, parce qu'ils ont des... Et en même temps... On sait qu'ils n'ont pas eu une vie facile non plus. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que tu les prends un peu en pitié. Mais c'est plus ça, quoi. T'as plus pitié d'eux, des fois, que... Surtout qu'en plus, il y en a un qui a l'ascendant sur l'autre. Parce que tu vois, il y a le personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a un qui a comme un peu un retard mental, on va dire, et son cousin profite de ça pour lui laver le cerveau et lui faire un peu le sale boulot, quoi. Évidemment, il y a donc le retournement de situation qui est assez prévisible, c'est qu'effectivement, ils ont raison. Et j'aime beaucoup à quel point il a raison sur tout. Oui. Sur les modes de communication, sur la forme du vaisseau, sur tout. Surtout que, cool. À bout d'un moment, Emma Stone se dit j'arrête d'essayer de me défendre parce qu'ils vont jamais me croire. Et donc elle dit oui. À ce moment-là, on pense qu'elle ment. Et elle dit oui, je suis une alien. J'utilise ça et ça pour faire ça. Sauf qu'en fait, vu qu'elle improvise, parce qu'elle fait avec ce qu'elle a sous le coude. Et du coup, des fois, c'est mon téléporteur. En fait, c'est dans le placard de mon bureau. Je tourne 3 fois et je tire le nez. Et parce qu'on se dit elle improvise ça pour voilà. Mais en fait, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça. Voilà, c'est vraiment très très drôle. Et le truc, c'est la calculatrice pour se téléporter. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Non, mais je tape un code à 50 chiffres. Tu sais, elle fait ça pour pas se faire tuer parce qu'elle essaie de gagner le plus de temps possible. Mais c'est vrai. C'est vraiment le code à 50 chiffres. Ouais. Voilà, donc très très cool, très très bon moment passé devant ce film. Très très drôle. Très drôle. Il y a beaucoup de qualités qu'on retrouve dans le cinéma de Yorgos Lanthimos. De manière générale, des prestations d'acteurs excellents, évidemment. Voilà, et puis même de la tension, de la surprise, du doute. Parce qu'au début, on se dit, c'est sûr que le retournement, ça va être qu'ils ont raison. Et au final, on se dit, peut-être pas. Et en fait, si. Et beaucoup de satisfaction, en fait, avec ce dénouement, je trouve. Oui. J'ai beaucoup aimé. Bugonia, super moment passé en salle. Très bien, très bien. Et donc, si on doit connecter les films, effectivement, c'est que les aliens envahissent la Terre. Non, et que les deux antagonistes sont chauves. En numéro 7, nous retrouvons Résurrection. Et Mission Impossible, The Final Reckoning. Tourment. Your team has been betrayed, Ethan. One last time. Alors déjà, une énorme sortie dans toutes les salles de cinéma face à une sortie très très réduite qui n'était diffusée que dans une seule salle à Toulouse. Du cinéma chinois, j'ai vu 2 films chinois cette année, les 2 sont dans mon top. J'en veux plus, en fait, je veux plus de cinéma chinois qui arrive ici parce que putain, ils savent faire un sacré cinéma. Et je suis dégoûté parce que on aurait pu le voir, j'aurais pu le voir avec toi, Résurrection, mais finalement j'ai loupé le coche et il était plus en salle après. Alors, je vais vous lire le résumé de Letterboxd parce que je trouve que ça aide pas beaucoup. Dans un monde où les humains ne savent plus rêver, un être pas comme les autres perd pied et n'arrive plus à distinguer l'illusion de la réalité, seule une femme voit clair en lui et parvient à pénétrer ses rêves en quête de la vérité. Voilà, ça c'est le résumé Letterboxd. Dans les faits, il n'y a pas de pitch en fait, si tu veux, c'est un enchaînement de scènes, un enchaînement de courts-métrages qui sont reliés par
un personnage qui change d'apparence et qui change d'époque entre les différents films. On a du film de science-fiction, on a du film noir, on a du plan séquence, on a plein de décors. C'est un film qui est très très remarquable pour sa photographie. Il est absolument magnifique, il dure 3 heures, donc il se passe pas mal de choses, pas forcément scénaristiquement, mais à l'image, il se passe beaucoup de choses. Vraiment une expérience à vivre. Je peux comprendre que certains trouvent ça pénible, que certains s'endorment dans la salle. J'avoue que moi-même, j'ai un peu somnolé à certains moments, mais en fait, il y a forcément des moments où on accroche au film, tellement c'est beau, tellement l'histoire qui nous est montrée est belle, et il y a des moments où on décroche parce que ça nous parle moins, c'est normal. Là où ça me fait penser à Holly Motors, c'est que, pareil, c'est un personnage, donc ça parle de cinéma, ça parle de l'immortalité de l'acteur, en fait. C'est toute cette idée que un acteur, à partir du moment où il est dans un film, est rendu immortel, et ça, c'est les 10 premières secondes du film, si tu veux. Et après, c'est juste toute cette idée qui va être étendu dans tout le film. C'est très compliqué à vendre comme film, tu vois, mais c'est une expérience. C'est une expérience sensorielle. Voilà. Et c'est très sensoriel. J'ai pas forcément grand chose de plus à dire à part que c'est absolument sublime et que je pense que parmi les plus beaux plans que j'ai pu voir au cinéma cette année, je pense qu'une grande partie se trouvait dans ce film. Il y a beaucoup d'images qui me sont restées en tête. Il y a un plan séquence, notamment tout un film est fait en plan séquence où on se déplace beaucoup. Et le réalisateur Bigan avait réalisé un autre film avant. Il avait réalisé Kylie Blues quelques années avant, qui était passé par le Festival de Cannes. De toute façon, tous ces films sont passés par le Festival de Cannes, où pareil, il y avait toute la deuxième partie du film qui était en plan séquence de 40-50 minutes. Ah oui, d'accord. Voilà, non, mais c'est ce genre de durée-là, quand il fait des plans séquences. Et où, pareil, il se déplaçait sur plusieurs kilomètres. La caméra faisait plusieurs kilomètres. Toujours inventif au niveau de la mise en scène. Découvrez ce film si vous en avez l'occasion. Mission Impossible, autre type d'expérience. Oui, c'est ça. Alors, d'ailleurs, on l'a oublié quand on a listé les blockbusters de l'été, parce que forcément, il en a fait partie. Mission Impossible, donc le dernier opus, a priori, de la saga. Et c'est un film qui est haut dans mon classement, mais pas forcément par la qualité du film propre, ou par le fait que ce soit un chef-d'œuvre du 7e art, mais c'est surtout l'expérience en salle qui m'a... Parce que forcément, Mission Impossible, c'est partie de ces films qui ont vraiment une plus-value si on va les voir en salle, sur le plus grand écran, avec le meilleur son possible. D'autant plus que toute la communication autour du film se fait autour de Tom Cruise, parce qu'il est le personnage principal, qu'il est producteur, et qu'il réalise lui-même ses cascades, etc. Et que les cascades sont le point d'attrait, on va dire, le plus important des films, même au-delà du scénario. Et donc, sachant que ce film-là est la deuxième partie du film précédent, mais aussi essayer de recoupler ça plus ou moins maladroitement à plein d'autres films de la saga, aux précédents films, parce que je pense que c'est un peu fait au chausse-pied, mais voilà, il y a plein de moments où on se dit mais tu te rappelles de ça, en fait ça avait son importance de ce film-là, alors que tout était prévu depuis le début, voilà. En fait. Mais donc le film n'est pas parfait, parce qu'il fait, comme Résurrection, il est pas très long des 3 heures, et la première heure est assez pantouflarde, bavarde, etc. Mais les 2 heures qui suivent après, ça fait partie des 2 meilleures heures d'action que vous verrez dans un film, un grand spectacle. Surtout, c'est articulé autour de 2, ils appellent ça des set pieces en anglais, donc 2 séquences d'action. Il y a la première dans le sous-marin, qui gagne vraiment à être vue au cinéma, parce que c'est la claustrophobie, la peur la thalassophobie, la peur des profondeurs, ça marche vraiment bien. Il y a une vraie tension, surtout parce qu'il y a tout un build-up par rapport à... Parce qu'en gros, Tom Cruise Ethan Hunt doit aller chercher un objet dans un sous-marin qui a coulé au fond de la mer. Donc forcément, il doit y aller, mais il peut pas y aller avec un appareil, parce qu'il y a... pour des raisons de conflits militaires, etc. Il est obligé d'y aller en combinaison de plongée, mais dans une combinaison spéciale, pressurisée, où il est censé avoir un entraînement qu'il n'a pas, bref. Même pour la ressortie, c'est compliqué. Je vous passe les détails, mais on va dire que toute cette montée en puissance, cette explication du plan et sa dangerosité fonctionne très très bien. Et aussi pour le climax, donc, que vous avez sûrement vu si vous avez vu l'affiche ou les bandes annonces, autour de 2 avions à hélice qui se tournent autour, et où forcément
le fait qu'on sache que Tom Cruise a effectué la plupart de ses cascades et que ce qu'on voit à l'écran soit vrai et pas juste 2 avions sur un fond vert, ou voire juste 2 acteurs sur un fond vert et sur rien du tout, rend encore plus tangible et augmente la tension, parce que quand dans certains films on sait que c'est des effets spéciaux tout autour, alors quand c'est très bien fait, oui, on peut l'oublier. Quand c'est mal fait, ça nous sort du film. Mais il y a toujours un peu ce côté rassurant de oui, bon, certes, ça reste un film. Alors que là, c'est peut-être inconscient, mais le fait de le savoir augmente la tension, parce qu'on se dit, mais ce mec est fou. Ce mec est fou. Il fait ça alors qu'il est fou. Alors que si c'est un mec qui saute sur un avion sur fond vert, on se dit, ouais, c'est stylé, mais on se dit pas, ce mec est fou. Dans Fallout, ils avaient fait une séquence avec des hélicoptères aussi. Oui, voilà. Alors là, il y avait aussi des fonds verts dans Fallout, parce que le Fallout, pour moi, c'est le meilleur. Je l'avais revu. Ouais. Et c'est vrai que forcément, ils n'ont pas pu tout faire, notamment quand les 2 avions se carambolent. Ils ont un carambolage, mais voilà, ça a toujours été le fait de faire le plus de trucs en vrai, que ce soit les scènes d'action dans Paris, la scène avec le saut en halo jump. Enfin, je parle toujours de Fallout, mais là, dans le dernier, donc Dead Reckoning, c'est pousser vraiment les potards à 1000, parce qu'ils se sont dit, voilà, c'est le dernier, c'est vraiment très très bien foutu. Et comme je l'ai dit, voilà, c'était vraiment surtout l'expérience en salle qui fait que je le mets aussi haut dans mon classement. Clairement, ce n'est pas forcément le meilleur de la septalogie, enfin le meilleur des 8 films. De la saga. Okay. De la saga, ouais. Et bien écoute, pour connecter ces 2 films, je trouve que c'est des films qui se ressemblent énormément, dans le sens où l'expérience en salle est exceptionnelle, où c'est des films qui sont assez longs et où parfois la longueur peut se faire ressentir et peut parfois n'être pas hyper agréable, mais où au final l'expérience au global est assez exceptionnelle et c'est récompensé, vaut vraiment le détour, est vraiment récompensé. Et c'est des films qui osent, c'est des films qui veulent se rapprocher d'un certain réel. Voilà, donc je pense que c'est 2 films qui finalement se ressemblent pas mal. Oui. Voilà. En numéro 6, nous retrouvons donc pour ma part Life of Chuck et Mickey 17. The universe is large. Oh, did you see that? Now, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? How lucky can one guy be? Nothing was working out and I wanted to get off of her. The Life of Chuck avec Tom Hiddleston qui sort un peu de son rôle de Loki. C'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le voir jouer, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Mais quand on commence le film, il est complètement absent. Ou du moins, pas complètement. Putain, je me rends compte que j'ai pris les pires films à résumer. Moi qui suis une quiche pour résumer des films, j'ai pris que des films qui sont absolument irrésumables. On peut dire que c'est la vie de Chuck, quoi. Oui. C'est la vie et la mort de Chuck. Déjà pour commencer, c'est un film en 3 actes qui commence par l'acte 3, qui finit par l'acte 1. Et ça a un sens. Hein. On commence par la vieillesse, la mort, et on finit par la naissance. Et dans ces 3 actes, on a 3 histoires qui sont très différentes, puisqu'on a une première partie un peu science-fiction, c'est-à-dire que c'est un peu la fin du monde. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien. Et il y a des affiches étranges qui apparaissent un peu partout, sur les devantures des bâtiments, sur tous les panneaux d'affichage partout, et personne ne comprend pourquoi, personne n'a installé ça, et qui dit merci Chuck pour toutes ces années de service et tout, et avec la tête de Tom Hiddleston hein, qu'on voit sur l'affiche. Dans les autres actes, on va découvrir Chuck à 2 moments de sa vie, à l'âge adulte, dans la deuxième partie, où vous avez peut-être vu passer cette séquence de danse où d'un seul coup Tom Hiddleston va se mettre à danser au milieu de plusieurs personnes, qui est une des plus belles scènes du film. Et la troisième partie, ça va être l'enfance de Chuck avec Mark Hamill qui joue son grand-père et qui m'a tiré les larmes. Mark Hamill, il est excellent, et qui est une séquence un peu plus horrifique. Et en fait, tout finit par se compléter, tout finit par trouver sens à la fin. Voilà, c'est un film très métaphorique sur la vie de Chuck et sur son humanité, sur ce qu'il a essayé d'apporter aux autres. Voilà. Sachant que c'est le nouveau film de Mike Flanagan, qui est très connu pour justement être affilié au genre de l'horreur. Ouais. Parce qu'il est réalisateur de Dr. Sleep, la suite de Shining, et il a fait 2 séries, il me semble, sur Netflix, The Haunting of Hill House et Manor machin. Blair Manor, en tout cas. Je sais plus.
Mais du coup, il y a quand même un peu d'horreur dans le film à un moment, quoi. On retrouve un peu ce genre horrifique, mais c'est pas Oui. terrifiant. Mais effectivement, c'est une séquence qui va venir s'inscrire dans ce registre-là. C'est un peu comme Sam Raimi, que même quand il fait les films Oui, voilà, Spider-Man, c'est il ça. dit non mais j'ai quand même fait Evil Dead, donc il y a des séquences un Oui, peu. voilà, c'est vraiment ça. Mais Ouais. ouais, du coup, tu conseilles à 1000%. Je conseille à 1000% parce que c'est pareil, c'est comme Résurrection, c'est une expérience, c'est quelque chose à vivre et je trouve ce film assez magnifique. Effectivement, de là à résumer, à donner envie de voir ce film, c'est hyper compliqué. Je trouve ça très compliqué d'en parler sans trop entrer dans tout ce qui se passe, dans tous les détails. De juste décrire, quoi. Voilà. Alors que Mickey 17, pour le coup, c'est plus facile à résumer. Ah oui, je me Donc doute. Mickey 17, c'est le nouveau film de Bong Joon-ho, donc le réalisateur entre autres de Parasite, Memories of Murder, et donc grand cinéaste coréen qui maintenant est lauréat de plusieurs Oscars, tout ça. Donc forcément, son nouveau film après Parasite était très attendu. Et c'est surtout, il avait fait Snowpiercer, Oui. qui en plus d'être un super film, est un film qu'il avait fait aux États-Unis. C'est un réalisateur sud-coréen qui s'est beaucoup implanté aux États-Unis. Voilà. Et pour faire des films avec des acteurs américains en anglais. C'est ça. et tout. Donc Parasite était refait en Corée, et là il retravaille avec un studio américain, donc avec Warner Bros. Et il a un cast majoritairement anglophone en tout cas, parce que le rôle principal est tenu par Robert Pattinson. Mais on retrouve aussi Anna Maria Bartolomei, Oui, qui est une actrice française. qui était dans le Comte de Monte Cristo. Un cast international. Voilà, un cast international, mais voilà, pas spécifiquement asiatique. Bref, ou coréen. Et donc dans ce film, Robert Pattinson, il joue Mickey, qui est un mec un peu paumé sur Terre et qui décide de choper un boulot dans l'espace où il devient un remplaçable. En gros, c'est un mec qu'on envoie en expédition, en repérage, faire des sorties dans l'espace, etc., ou sur des planètes extraterrestres. Et s'il meurt, c'est pas grave parce qu'on a codé ses gènes, son ADN, et on peut en imprimer un nouveau avec une imprimante 3D à Robert Pattinson. Donc à chaque fois qu'il meurt, on récupère ses infos et il peut recommencer à l'infini, etc. Donc ce qui est foncièrement horrible parce que forcément, au bout de la 15e fois, la mort, ça lui fait plus rien. Sauf qu'un jour, en fait, il y a eu, il tombe dans une crevasse en explorant une planète. Donc forcément, son équipe pense qu'il est mort et ils impriment un nouveau Mickey. Sauf, donc le Mickey 17, non 18. 18, Oui, ouais. voilà, le Mickey 17 est censé être mort, mais du coup ils impriment le 18e Mickey. Sauf qu'en fait, Robert n'est pas mort, Mickey n'est pas mort, et il se retrouve avec deux lui. Sauf que dans cette société, ou en tout cas dans cette expédition spatiale, quand il y a deux remplaçables en même temps, et on zigouille les deux. Voilà, donc tout le truc, ça va être de essayer de raisonner, de survivre, de renverser même cette société à laquelle il appartient, de mener une espèce de révolution. On reste dans le Bong Joon-ho qui est très dans la lutte des classes, forcément. Ah oui, complètement. Voilà, complètement assumé. Sachant que les dirigeants de cette expédition qui sont incarnés par Mark Ruffalo et Toni Collette sont des parodies à peine cachées de certains dirigeants américains actuels. Mais Et justement, ce qu'il disait, c'est qu'ils n'avaient pas prévu la réélection de Trump oui. en écrivant et qu'ils trouvent que du coup, ils sont pas assez. Enfin, ils sont pas allés assez dans la parodie. Oui. Ils auraient pu aller plus loin. Et Toni Collette qui a une obsession pour les sauces. Oui, voilà. Mais c'est très. C'est vraiment. C'est très sarcastique très comme film. Ouais, même, c'est de l'humour noir, c'est-à-dire qu'à un moment, il l'invite à manger. Et au lieu d'être dans une cantine où il bouffe de la merde comme tous les jours, ils lui servent un vrai repas. Sauf qu'encore une fois, en fait, ils lui servent, il me semble, un steak empoisonné, quelque chose comme ça. Bref, c'est vraiment le dédain pour la vie des autres, des élites. Mais voilà, c'est un truc qu'on a retrouvé même dans Parasite, si on prend son dernier film. C'est beaucoup moins subtil, c'est beaucoup plus comédique. Et, Comédique. Oui. C'est beaucoup plus axé sur l'humour. Et je trouvais que c'était très rafraîchissant. Alors forcément, c'est pas... je pense pas que ça ait vocation à être un film ultra... C'est pas aussi bien que Parasite, quoi. Je veux dire, il fallait pas... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus du film parce qu'ils s'attendaient à un truc de ce calibre. Or, je pense pas que c'était le but. Faut quand même se rappeler que c'est un film de studio, que ça a coûté 150 millions de dollars. Oui, c'est un film très américain quand même. Que Bong Joon-ho avait une certaine latitude sur le projet. Mais que voilà, il n'avait pas les mains, il n'avait pas autant de liberté qu'il n'aurait pu avoir en Corée sur des budgets moins conséquents. Donc forcément, c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens m'ont apprécié, c'est peut-être qu'il y avait moins de liberté de ton, et encore,
je trouve que le film s'en sort plutôt pas mal. Enfin, c'est pas tous les blockbusters qui sont aussi piquants. On y reviendra sur d'autres, mais sur d'autres films du top. Ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant, toute cette idée de la dissociation du corps et de l'esprit, parce qu'à chaque fois que Mickey se réincarne, il a une personnalité qui évolue quelque peu, c'est-à-dire qu'il a tous ses souvenirs, mais sa personnalité s'en trouve changée. Il y a tout un propos évidemment sur le colonialisme, sur tout ça, et je trouvais que c'est un film qui, dans sa durée, qui est pas extrêmement long, enfin qui est une durée normale de long métrage ou de blockbuster, abordait énormément de thèmes différents, présentait un univers qui est quand même relativement développé, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, enfin hyper réussi d'avoir un film aussi fourni, aussi généreux. J'ai vraiment trouvé que c'est un film généreux. Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce film. Ouais. Si on devait connecter les deux films, c'est... Deux films sur la vie et la mort. Sur la vie et la mort, Ouais, voilà. Putain, on peut pas tout faire non plus. Hein. Ouais, là, on atteint un peu la limite du concept, mais l'appréhension de l'horreur, sur l'appréhension de la monstruosité. Parce qu'il y a toute cette partie où, en fait, ils ont une grande maison, dans la maison de Mark Hamill avec le petit Chuck, où il y a toute une partie, le grenier, je crois, où il n'a pas le droit, ou le clocher, où il n'a pas le droit d'aller. Et c'est une pièce particulière qui est où vont se dérouler les séquences un peu horrifiques. T'as notamment Mark Hamill qui appréhende, parce que lui il sait ce qui se passe dans cette pièce, et il appréhende complètement ce qu'il y a, et alors qu'au final c'est plutôt bienvenu ce qui s'y passe. Et pareil dans Mickey 17, où il y a des monstres sur la planète où ils se rendent, où les impérialistes américains vont essayer de zigouiller tout le monde parce qu'ils en ont peur, un peu par défaut, alors qu'au final, c'est des espèces qui sont plutôt pacifiques et sympathiques. Enfin, pacifiques du moment qu'on les fait pas chier, quoi. Ce qu'il a dit. En numéro 5, nous retrouvons des films qui sont communs à tous les tops de la Terre, je pense. Oui. 28 ans plus tard. Et One Battle After Another. Une bataille après l'autre, en ouais, français. Voilà. Don't look at what's in front of you. Boost, 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 boost. Moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. God damn it! Viva la révolution! Pas forcément les films sur lesquels on va s'étendre le plus, parce que effectivement je pense qu'ils sont tout le monde va en parler à peu près de la même manière, et de toute façon c'est deux films qu'on a vus ensemble et qu'on a tous les deux beaucoup aimé, évidemment. On va commencer sur 28 ans plus tard, si tu veux bien. C'est le nouveau film de Danny Boyle, donc réalisateur anglais qui a fait d'autres 28 ans, il a fait 28 jours plus tard, Slumdog Millionnaire, 127 heures, Sunshine, qui est très très bien, Sunshine, regardez-le. Et là Yesterday. J'ai bien aimé Yesterday. Et je l'ai pas vu. Et il sort complètement de sa gamme de films. C'est un film très naïf, mais très sympathique, mais qui rappelle pas mal Slumdog Millionnaire. Mais voilà, bref. Mais il y avait eu donc 28 jours plus tard en 2002, on avait eu 28 semaines plus tard, quelques années après, mais qui n'était pas réalisé par Danny Boyle, et là on a 28 ans plus tard, qui est censé être le début d'une nouvelle trilogie, donc avec Danny Boyle de retour aux commandes et Alex Garland de retour au scénario, qui était scénariste aussi sur le premier film, et le deuxième il me semble. Et donc qu'est-ce que ça raconte? C'est l'Angleterre est toujours en proie à cette épidémie de la rage, de la fureur, mais que l'Angleterre, c'est-à-dire que le reste du monde vit pépouze, mais l'Angleterre est encerclée par une coalition de navires, donc c'est-à-dire que personne ne peut quitter l'Angleterre. Comme ça, l'infection reste concentrée, mais c'est trop dangereux pour y aller. Et ensuite, il y a un groupe de survivants qui habitent sur une petite péninsule sur les côtes anglaises. Et l'avantage, c'est qu'ils sont séparés du territoire principal par, on va dire, un sentier qui est le plus souvent du temps recouvert par la mer. C'est comme le Mont Saint-Michel, en fait. Un peu comme le Mont Saint-Michel, en moins grand. Et ensuite, un père et son fils, où le père va amener son fils dans un espèce de rite d'initiation, lui faire découvrir la vie, etc. Et forcément, ils vont s'en retrouver plus ou moins séparés. Le fils va vouloir retourner dehors pour des raisons plus personnelles et croiser quelques personnages, quelques infectés. C'est un très beau film encore une fois, sur la vie et la mort,
sur la condition, on va dire la condition humaine, l'héritage qu'on a de nos ancêtres, que ce soit l'héritage social, la violence, est-ce qu'elle est innée ou pas, comment elle est inculquée. C'est un film qui est assez dense, surtout quand on le voit qu'une seule fois. Ouais. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui, même sur la forme, restent est très punk, quoi. Danny Boyle s'est fait plaisir parce qu'ils ont tourné le film à l'iPhone. Alors forcément c'est des iPhones avec des objectifs et tout, hein, c'est pas Oui, voilà. ça a été quand même Ils n'ont pas tourné comme ça, quoi. Mais c'est très très sympa, mais au niveau du montage il y a beaucoup de choses qui sont tentées et le film finit sur une note qui forcément appelle à une suite qui sort dans quelques jours là. Ouais, voilà, que j'attends de pied ferme, surtout qu'elle n'est pas réalisée par Danny Boyle mais par Nia DaCosta. Et les premiers retours sont très très bons parce que celui-là a pas mal divisé quand même. Ah ouais. Y a pas mal de gens qui reprochent des trucs, surtout au scénario. Mais bon, je pense que c'est surtout du pinaillage parce que bon. J'ai trouvé le film hyper intéressant dans sa construction parce qu'il va faire beaucoup de flashbacks par rapport à l'histoire et notamment en fait c'est un film qui parle pas mal aussi de l'histoire de l'Angleterre, enfin et de l'histoire du Royaume-Uni. Oui, histoire avec un grand H. Hein, voilà. Par rapport à ces différents peuples, le peuple anglais, le peuple écossais, qui vont chercher à s'affronter et qui vont se construire un peu différemment. Et là, c'est pareil, comme on est dans une Angleterre qui se reconstruit, on a des différentes tribus qui se reconstruisent différemment et qui recréent certains stéréotypes, notamment avec ce qu'on voit à la fin, avec leurs dents en vrac, alors que les autres, ils ont plus un côté très conservateur. Le groupe qu'on va suivre à la base, ils vont recréer ces stéréotypes, ils vont exclure certaines personnes, notamment celui qui construit le temple des eaux. Le docteur incarné par Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, tout à fait. Surtout que le personnage de Ralph Fiennes s'est présenté comme un antagoniste, comme un fou. Parce que voilà, il ferait des trucs avec les morts, mais on sait pas trop, il vit un peu tout seul dans son coin. Et au final, en fait, c'est un peu un idéal de pacifisme et c'est un peu un ovni dans ce monde qui est totalement parti en tout cas dans cette Angleterre qui est totalement partie en live. Ouais. Il a une relation avec les infectés qui est particulière, mais qui est pas... la façon dont il les voit, dont il les appréhende, qui n'est pas forcément malsaine ou quoi, qui est très scientifique, très humaniste et philosophique, c'est très 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 J'aime intéressant. beaucoup cette relation qu'il a notamment avec parce que il y a des nouveaux zombies dans ce film, il y a les alphas et des zombies beaucoup plus forts. C'est pas des zombies. Oui, c'est pas des infectés. C'est pareil, c'est des zombies. Pas mort. Et cette relation qu'il a avec les alphas. Voilà. D'ailleurs, en début d'année, on avait fait un podcast sur 28 jours plus tard et Impitoyable, si jamais vous voulez aller le rattraper. Voilà, donc un régal ce film et il me tarde la suite. Oui. Et pour faire rapide sur Une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre, pareil, donc un film très, très solide, hein, il se passe beaucoup de choses aussi. Un film sur un groupe d'anarchistes qui vont commettre des attentats pour essayer de sauver des populations et qui vont se faire... On appelle ça des actes de... Merde, de rébellion. De rébellion civile, enfin je sais plus ce que c'est le terme. De résistance, enfin oui. Oui, voilà. C'est des rebelles. Dans cette Amérique un peu fascisée. Un peu beaucoup. Ils vont se faire choper et puis on va se retrouver pas mal d'années plus tard avec le personnage de Leonardo DiCaprio qui fume des joints dans sa maison toute reculée avec sa fille où il est un peu contre le fric avec elle, à raison. Et les ennuis vont venir à nouveau toquer à sa porte et il va devoir réendosser ce rôle de rebelle qu'il n'a plus endossé depuis très longtemps, hein, puisqu'il s'est un peu ramolli. Et pour ça, il pourra compter sur Benicio del Toro, Sensei, et sur plein d'autres. Sachant que sa fille n'est pas en reste, hein, parce que forcément... Elle n'est pas au courant surtout de tout ce qui s'est passé. C'est ça, mais je dirais, elle a quand même hérité, on va dire, de la fougue, de la fureur de sa mère. Parce que ce n'est pas dans le film, ce n'est pas la petite fille en détresse. Ouais, quand même. Elle se démerde, surtout qu'en face elle a Sean Penn qui est totalement abusé. Sean Penn qui n'aura pas l'Oscar pour ce rôle alors qu'il le mérite. Hein. Je trouve il mérite vraiment l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film. Je trouvais incroyable dans ce film. À la fois très très drôle et très flippant. Ouais, hyper flippant quoi. Et malsain. Oui, non mais bien sûr. Oui. Non, il est génial. Moi, j'ai vraiment adoré toute la partie finale avec cette course-poursuite
et cette espèce d'anti-tension parce qu'ils sont dans des voitures, mais ils peuvent pas aller à fond la caisse parce qu'ils sont dans un canyon un peu bosselé, quoi. Ouais. Et il y a tout ce truc de tu me vois pas quand ils passent et tout. J'ai trouvé de la tension qui marchait hyper bien parce que ils sont 3 à se poursuivre. Ils sont pas forcément sûrs que c'est la bonne personne qui poursuivent. Et on sent que ça va éclater au bout d'un moment. Surtout que les voitures sont très loin l'une de l'autre, en fait. C'est Oui, vraiment voilà, le choix des focales et des plans qui te donnent cette impression de... Il y a une anti-tension, j'ai trouvé ça fou. Et en même temps, je pense que Paul Thomas Anderson, dont on a aussi parlé sur la chaîne pour There Will Be Blood et The Social Network... oui, parce qu'on n'a pas précisé que c'était son nouveau film et son plus gros budget. Parce que le film a coûté 150 millions de dollars, alors que ce qui est un énorme pari, sachant que Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur qui est très très reconnu et évidemment primé, etc., mais qui n'a jamais eu de gros budget. Et ces films qui n'ont pas quasiment jamais été des gros succès au box-office. Son plus gros succès, alors que c'est tous des succès critiques. Oui, voilà, mais ça n'a jamais été des monstres de... Non. Après, c'est bien que Warner lui ait donné 150 patates, vas-y, amuse-toi. En numéro 4, avant d'aborder le top 3, nous retrouvons, pour ma part, Dossier 137. Et Black Dog. Il nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents. Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait. Mais tu baisses d'un ton, là. Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien. Un film chinois. Oui, voilà. Encore. Film chinois. Je ne te ferai pas l'affront de dire le titre en langue originale. Mais du coup, Black Dog, de quoi ça parle ? C'est l'histoire d'un mec qui sort de prison en Chine et qui revient vivre dans sa ville natale, un peu en périphérie du désert de Gobi, donc vraiment au fin fond de la cambrousse chinoise. Et forcément, vu que c'est un peu avant les JO de Pékin de 2008, la priorité n'est vraiment pas dans la gestion des campagnes, tout ça. La ville est un peu déserte, un peu désaffectée, c'est très très vide. On dirait presque une ville fantôme, surtout qu'en plus autour il n'y a rien. C'est vraiment très intéressant. Et donc ce type-là arrive, il doit gérer la relation avec son père qui est un peu compliquée, et il trouve un job comme... on va dire fourrière volontaire, en fait. Il y a pas mal de chiens errants qui se baladent dans les rues. Il est réquisitionné pour récupérer ces chiens, dont un chien noir qui n'arrive pas à attraper. Et finalement, il décide de le prendre sous son aile. Et c'est une très très belle histoire, entre deux êtres qui essaient deux marginaux qui essaient de trouver leur place un peu dans cette Chine. Un moment très particulier de l'histoire de faire ce qui est le mieux pour eux, en fait. Et c'est un peu comme tu as pu dire pour Résurrection, c'est pas forcément un film qui brille par son scénario parce qu'il est relativement simple, mais c'est surtout pour le traitement des personnages et pour la mise en scène, parce que pour le coup, il tire vraiment parti des décors, de la photographie, de vraiment ce côté un peu ville fantôme, de ces personnages qui errent un peu sans but, dans un monde qui pourtant fourmille, surtout la Chine à ce moment-là, donc pour les JO qui étaient vraiment en train de booster à mort son soft power, etc. Tu as des capsules des fois où les personnages regardent la télé, où ils en parlent, etc. Mais eux, il ne se passe rien. Et ce contraste est très saisissant. Et c'est une histoire qui est vraiment touchante. Je vous conseille de le voir. Mais j'ai pas spécialement grand chose à dire depuis, surtout qu'en plus ça fait un moment qu'il est sorti. Enfin, il est sorti en début d'année. Donc il y a pas mal de souvenirs qui sont partis. Mais c'était un véritable coup de cœur. Il a toujours été très haut dans mon top de cette année. Il n'en est pas parti. Mais je trouve, parce que le cinéma chinois, c'est vraiment un cinéma qu'on voit très peu. Oui. Et j'ai vraiment eu une révélation cette année pour ça, et j'en ai vu pas mal. Je trouve que ils sont très forts pour créer des histoires avec des images. Et vraiment créer des images très très fortes, comme on pourra avoir dans le top 3 juste après. Plus que des scénarios alambiqués ou un peu tordus. Des images. Ils créent des images qu'on n'a jamais vues ailleurs, et je trouve ça assez fou. Et j'ai très envie de rattraper Black Dog du coup. Pour le coup, Dossier 137, je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'on va pouvoir raccrocher les wagons entre ces deux films, ça va être compliqué. Dossier 137, pareil, une histoire très très douce, très très calme, qui parle de violences policières en France pendant les Gilets jaunes. On est en 2018, manifestation des violences policières, et on suit Léa Drucker qui travaille à l'IGPN, donc la police des polices,
et qui va devoir enquêter sur ses collègues, puisque c'est elle-même une policière. Hein. En France, l'IGPN n'est pas rattachée au ministère de la Justice, mais au ministère de l'Intérieur. Et donc, elle va enquêter sur des collègues à elle pour savoir s'ils ont vraiment fauté, parce que y a une mère qui vient porter plainte. Voilà, c'est un dossier, donc c'est le dossier 137, c'est un dossier parmi des centaines. Voilà, une mère qui vient porter plainte parce que son fils a été défiguré. Et puis elle va être un petit peu touchée par ce récit, et puis elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé, de trouver des images, de trouver des témoignages de personnes qui auraient pu voir ce qui s'est passé, de comprendre qu'est-ce qui a mené à ça, puisque le jeune homme est défiguré, c'est-à-dire qu'il s'est pris un tir de flashball tendu à bout portant. C'est un film qui est hyper choquant parce que, notamment dans toutes les séquences d'interrogatoire, c'est un film qui se passe beaucoup dans les bureaux où ça va beaucoup être des échanges. C'est-à-dire que rapidement, ils vont réussir à retrouver qui a fait ça, ils vont réussir à trouver des images et ils vont les mettre devant le fait accompli. Voilà, là, clairement, on te voit tirer à bout portant, on te voit donner un coup de pied sur une personne qui est à terre, qui est inoffensive. Comment est-ce que tu justifies ? Et le fait qu'ils disent non, mais en fait, là, on voit qu'il a un peu bougé. Moi, j'ai pris ça comme un geste agressif. Du coup, naturellement, je me suis défendu, machin. Et en fait, ils justifient leur violence et leur... tout ça, et je trouve que c'est assez insupportable à regarder. Et en face, on a Léa Drucker qui constate son incapacité à aller au bout de la situation, à vraiment résoudre, à pouvoir sanctionner complètement, puisque dans tous les cas, il y a les syndicats de police derrière qui vont faire en sorte que ceux qui ont détruit la vie de ce jeune homme s'en tirent bien et il n'y a aucune conséquence sur leur carrière, tout ça. Au contraire, ils sont plutôt montrés en héros qui ont sauvé la République, voilà. Puisque à la base, en fait, c'est pas des policiers qui sont spécialisés dans les manifestations, c'est des gens c'est des flics, des militaires, tu vois, et qui ont dû s'équiper chez Decathlon parce qu'ils ont été appelés en renfort, tu vois. Enfin, c'est un truc complètement lunaire. Et donc, en tant que spectateur, on est témoin de l'inefficacité de ce système, de à quel point ça ne marche pas, en fait, à quel point l'IGPN ne sert à rien concrètement. Mais de l'autre côté, en fait, on a le personnage principal qui nous dit si le système il fonctionne, c'est juste que voilà, il faut s'y prendre bien, il faut machin, et en fait ça marche pas. Et surtout on voit parce que son ex-mari est policier, lui il est dans les trucs de drogue, tu vois. Et en fait on voit qu'il y a surtout un mépris des autres flics envers les flics qui enquêtent sur des flics. Bref, donc c'est un système qui est complètement foireux, mais les personnages ne le remettent pas vraiment en question parce que pour eux c'est juste qu'il faut bien faire son taf, et si on fait bien son taf, ça ira. Donc c'est un film qui est très dur, surtout que voilà, on a 1h30 de film sur ce dossier-là où on a l'impression que c'est le truc le plus important, alors que c'est vraiment un dossier parmi des centaines et des centaines, et que tous c'est comme ça. Voilà, c'est un film qui est très dur, qui est pas, on passe pas forcément un très très bon moment en salle, mais qui est vraiment excellent. Voilà, et notamment sur les performances d'acteurs. On est très fort en France pour ça. Voilà, Léa Drucker qui est absolument formidable. Et qui était dans Jusqu'à la garde, dont on a parlé dans notre dernière vidéo d'ailleurs. Voilà, parce qu'en fait on peut reconnecter à tout ça. C'est ça, on peut rattacher ça un peu à la... Il y a un côté administratif. Ouais, les politiques locales, les institutions publiques qui essaient de résoudre les problèmes, mais qui s'en sortent pas forcément très bien. Ouais, c'est ça. En numéro 3, on entre sur le podium, on retrouve pour ma part Escape from the 21st Century. Et The Brutalist. 所以你现在是38岁的身体里有个18岁的心。我说的都是真的。你可真文艺。 Your English is impressive. Perhaps you can help your husband sound less like he shined shoes for a wage. 还有超级坏坏的反派大坏蛋。 Let's get straight to the point. How to take over the world.
très très belle année pour le cinéma chinois. Escape from the 21st Century, encore une fois. Des images de fou et un pitch absolument impitchable. De quoi ça parle ? C'est un groupe de jeunes qui vont être confrontés à une substance un peu étrange et qui va faire qu'ils peuvent se téléporter dans le futur en éternuant. Et donc chacun va essayer d'explorer le futur, son futur, d'impacter depuis le présent le futur, sauf qu'ils ne peuvent pas, et qui va encore une fois complètement mélanger les genres, comme l'ont fait d'autres films dont on a parlé aujourd'hui. On va retrouver beaucoup de choses, c'est vraiment un film monde, c'est un film grossophobe d'ailleurs, si jamais. Toujours hyper inventif au niveau de sa mise en scène. Vous allez avoir des ratios d'images qui vont sans cesse bouger, mais pas de manière désagréable comme le fait Sinner, mais qui a vraiment un sens, et surtout où l'image va déborder sur les bandes noires. C'est à plein de moments. C'est un film qui mixe aussi avec certains effets spéciaux qui sont un peu faits dans une forme d'animation, qui sont très assumés, en mode où on te rajoute un effet spécial dans ta gueule. Ils se retrouvent en fait téléportés dans leur corps d'adulte aussi, dans une vie où ils ne connaissent pas leur passé, si tu veux. Mettons, t'en as un, il va se retrouver à un moment donné, il est dans le futur, en fait sa meuf c'est la jolie fille qu'ils connaissent, tu vois, quand ils sont gamins, sauf qu'elle est censée être en couple avec son pote à lui, et du coup quand ils vont revenir dans le présent, les autres ils vont apprendre ça et du coup ils vont s'embrouiller, tu vois, et ils vont essayer de changer les choses, sauf qu'ils peuvent pas, et il va y avoir plein d'intrigues complètement fucked up, quoi. Qui repose complètement sur la mise en scène, sur des trucs complètement fous. Il y a une idée à la seconde, il y a une idée par plan, et voilà. Et est-ce qu'il y a un fil conducteur à tout ça ? Oui, mais c'est pas le plus intéressant. Voilà. Et The Brutalist, donc le film de Brady Corbett. Beaucoup plus facile à résumer. Brady Corbett, voilà, c'est l'histoire d'un... C'est une histoire beaucoup plus claire. Hein. C'est ça. C'est l'histoire d'un immigré européen, polonais je crois, qui s'appelle Laszlo Toth, qui est joué par Adrian Brody, qui, après avoir survécu au camp d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale, émigre aux États-Unis pour essayer de se refaire une vie, sachant que lui était architecte de base, mais bon, quand il arrive là-bas, il fait ce qu'il peut, donc souvent ce que propose, c'est de faire des chantiers, des petits boulots, voilà. Sauf qu'un jour arrive une opportunité de travailler pour un richissime homme d'affaires joué par Guy Pearce, et de pouvoir prouver ses talents d'architecte en lui refaisant sa bibliothèque, puis en lui construisant carrément un espèce de centre culturel en l'honneur de quelqu'un de sa famille, etc. Donc bon, c'est un drame politique et familial, parce que forcément il est rejoint par sa femme qui avait dû rester en Europe pendant quelques temps parce qu'elle était encore convalescente, elle revient, etc. Et c'est un film qui se passe vraiment sur plusieurs décennies. Tu vois l'évolution de l'Amérique post-guerre, voilà, même l'évolution des personnages, les relations entre eux, parce que forcément au début on se dit c'est sympa de la part de Guy Pearce de laisser sa chance à Adrian Brody, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait le personnage de Guy Pearce le traite vraiment comme un chien, jusqu'à lui faire subir les pires sévices, pour le dire comme ça, et c'est vraiment forcément une grosse critique de l'exploitation des immigrés, tout aussi qualifié soit-il, que ce soit un ouvrier de chantier comme un architecte, de qu'est-ce qu'en font les élites occidentales et capitalistes. C'est très très intéressant, c'est magnifiquement interprété et magnifiquement joué, filmé surtout, parce que il y a une utilisation du format de la Panavision, VistaVision. VistaVision, pardon. Voilà, dès cette première séquence où le personnage se fraye un chemin à travers une foule dans un couloir sombre, et en fait on pense que c'est dans un camp ou dans des tunnels, pendant la guerre, jusqu'à ce qu'en fait il émerge à la surface, et qu'en fait on se rende compte qu'il est sur un bateau et qu'il arrive aux États-Unis, et qu'il y a ce plan sur la Tour Eiffel, Statue de la Liberté, la fameuse Tour Eiffel de New York, la Statue de la Liberté, qui est renversée à l'envers.
à l'image. Qui est l'affiche du film aussi. C'est ça, qui est l'affiche du film. Et dès le départ, qui annonce, voilà, c'est un nouveau départ, c'est une promesse peut-être pour une vie meilleure, mais il y a quand même quelque chose qui va pas. Et c'est très très intéressant. C'est un film qui est long, hein, qui fait 3 heures, ouais, plus de 3 heures, qui ouais. brasse beaucoup de thèmes. Il y a une entracte. Il y a une entracte. C'est ça, il y a une entracte de 15 minutes. Et justement, toute cette partie, notamment autour de l'entracte, quand il commence à mettre en branle le chantier, m'a beaucoup fait penser à Oppenheimer dans le choix des cadres, dans ouais, le complet, l'époque aussi. La musique est vachement bien. Enfin, il y a pas mal de choses intéressantes à dire. La fin qui m'a un peu décontenancé, enfin toi aussi sur le premier coup. Et quand tu y réfléchis, ça a un peu plus de sens. On vous la spoilera pas, mais c'est vrai que c'est très abrupt et ça change radicalement. C'est brutal, brutaliste. Oui, voilà, c'est ça. Ça change radicalement de ce qui s'est passé avant sur le discours. Enfin, au début on se dit mais pourquoi cette fin là. Et sans vous spoiler, mais c'est une retranscription des événements de sa vie lors d'une conférence sur l'architecture, mais en fait qui est faite de façon à vraiment éclipser en fait toutes les souffrances, tout ce qu'était vraiment la vie de l'architecte, de Laszlo, qu'on nous a montré du coup pendant presque 3 heures. Mais c'est pas un biopic, hein. Non, voilà, on dirait un biopic, oui, mais c'en est pas un. Et surtout la musique du générique qui va avec, où en fait c'est totalement à côté de la plaque, mais exprès, hein, par rapport à ce qui s'est passé avant. Et c'est un peu c'est aussi comment on transforme ces parcours de personnes meurtries en quelque chose de noble et tout, alors que souvent on a tendance à éluder ou à en tout cas romancer tout ce qu'ils ont pu subir de pire pour un discours, quoi. C'est vachement intéressant. Je suis à peu près d'accord. C'est un film qui a réussi à rendre beau le brutalisme qui est donc un style architectural d'Europe de l'Est. Que moi j'adore, mais que je trouve absolument immonde. C'est abominable, c'est tous ces trucs de béton. Je trouve que le béton armé, c'est à peu près ce qu'il y a de pire en termes d'architecture. Mais c'est une vibe. C'est gris, c'est dégueulasse. Mais je trouve que justement, il a réussi à l'esthétiser et à rendre ça beau d'une certaine façon. Et c'est très cool. Moi, j'ai passé un super moment. Il y a notamment Felicity Jones qui intervient dans toute la deuxième partie du film après l'entracte. Peut-être pour ça qu'elle n'a pas eu d'Oscar pour ce film, alors qu'elle était nommée parce que les gens se sont barrés à la moitié du film. C'est ça. C'est vrai que le moment où la fin arrive, c'est pas forcément le moment où tu t'y attends, parce que en fait, tu vois pas forcément le temps passer, l'histoire, elle t'emporte, tu vois, et puis à un moment donné, tu dis bon, ça va continuer. En fait, non, c'est la fin. Là, hop, voilà, tac, on switch sur la fin. C'est ça. Et tu dis ah, ok, c'est à ce moment-là. D'accord, bon, mais alors que tu vois, genre, moi, je repartais pour 1 heure, tu vois, en fait. Et on se dit hop, non, la fin c'est maintenant. Bon. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé. Si on doit connecter des films, parce que je suis en train de réfléchir à un moyen de connecter, c'est des films qui parlent de nostalgie, c'est des films qui parlent de leur rapport au passé, avec ces personnages qui ont eu un passé compliqué et qui essaient de se construire une nouvelle identité dans le présent, que ce soit par le voyage dans le temps ou le voyage dans l'espace, l'espace physique, hein, pas... Voilà. Sinon, on n'a pas vu le même film. et à partir de maintenant, sur le top 2 et le top 1, on va se battre, parce qu'on va pas être d'accord. En numéro 2, pour moi, ça sera la voix de Hind Rajab. Et pour moi, ça sera Avatar 3 de Feu et Cendres. The strength of the ancestors is here. شايف هدول يا شاب؟ اخترناهم كلهم 8 دقايق ممكن تكلفهم حياتهم اذا ما عملناش التنسيق وعماره. Ça y est, on se bagarre. Alors, on va pas se bagarrer parce que la voix de Hind Rajab, j'avais très envie de le voir, je n'ai pas pu le voir. Et maintenant, les seules séances qui restent, c'est des séances genre les séances de 22h, donc un peu. Non, c'est plus sur Avatar. Ah oui, je sais. On va pas être d'accord. Top 2 Avatar. Et ouais, top 2 parce que Big Jim Never Bet guest Big Jim. Non, alors pour le coup, c'est le dernier film que j'ai vu en salle cette année parce qu'il est sorti fin décembre et je l'ai vu 2 fois. Ouais. Dont la première fois en IMAX, donc forcément j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles. Ça a peut-être joué dans mon appréciation, mais en même temps, s'il y a bien un film que tu vas voir par an, Avatar, c'est des succès parce que les gens ils vont voir 3 films dans l'année, ils vont voir 2 Marvel
et Avatar. Et là, il y a Avatar qui sort cette année. Donc forcément... c'est la grande sortie. Voilà, c'est l'occasion c'est un peu comme Dune, quoi. C'est pour le voir sur le plus grand écran possible. Et sachant que je fais partie des gens qui avaient été un peu déçus par Avatar 2, je l'avais vu en me disant ok, ouais, sympa, je passe un bon moment, mais je sais pas. Et je l'ai revu cette année, je me suis refait les 2 premiers Avatars et je me suis dit oui, en fait le 2 il est trop bien. Qu'est-ce que je foutais il y a 3 ans. Et du coup forcément ma hype n'était que plus grande pour le 3e film, sachant que il y avait un peu ce côté radical, avec le feu, la cendre, la guerre, tout ça, bref. J'ai enfoncé les portes ouvertes, c'est très joli, oui, voilà. Spoiler, c'est très bien fait, effectivement. C'est encore une fois, c'est un plaisir d'être immergé sur Pandora. La 3D est fantastique, les effets spéciaux sont irréprochables, c'est même perturbant à un certain moment. Mais là, ce que j'ai surtout aimé dans Avatar 3, c'est ce que le film fait des personnages, parce que les gens qui disent Avatar, c'est 3 fois le même film, je pense que c'est beaucoup de mauvaise foi, parce que oui, il y a des schémas qui se respectent, mais la trajectoire des personnages, elle évolue au fil des films. Sinon, effectivement, ça serait chiant. Je serais le premier à le dire. Mais je trouve que ce film-là, donc, dans les paroles et dans les actes des personnages principaux, il y a une radicalité que tu n'as dans aucun blockbuster, et je trouve que c'est vachement culotté. En même temps, tu me diras, il fait ce qu'il veut, Cameron, tu vois. Mais t'as des passages dans le film où t'as des personnages qui sont en mode ouais, bah ouais, on va tuer lui. Enfin, c'est pas comme ça, tu vois, mais ils sont prêts à tuer des personnages de leur propre famille parce que ça peut les mettre en danger, etc. Enfin, c'est vraiment très, très sombre. Et même d'autres personnages, donc quand Jake dit à Neytiri, mais en fait, est-ce que tu détestes tes enfants parce qu'ils sont à moitié humains? Et elle lui dit oui. Enfin, ça la tue de dire ça. Mais elle dit oui, bah en fait j'ai tellement une haine des humains parce qu'ils ont massacré mon peuple, détruit mon foyer, etc., que je ne vois plus que ça en fait. Et les personnages sont tellement aveuglés par leur haine et ils sont tellement noyés dans leur deuil parce que forcément ils ont perdu un membre de leur famille dans le film d'avant. J'ai trouvé ça vachement osé, vachement ouais, je dirais même profond. Enfin, je veux dire, ça apporte plein de façons, plein de thèmes. En même temps, le film fait 3h15, tu vois. Mais chaque personnage a sa façon de gérer le deuil à sa manière, et ils se regroupent, ils se séparent pour mieux se retrouver après. Enfin, je trouve que c'est d'une fluidité qui est vraiment exemplaire pour un film aussi dense, et même forcément au niveau des scènes d'action, Cameron rappelle voilà, que c'est un maître dans la matière. Enfin, rien que la première scène où il y a la tribu des marchands de l'air qui se fait attaquer par la tribu des flammes, enfin les pillards Mangwan, vraiment ultra impressionnante. Enfin, au niveau des effets spéciaux, la musique lorsqu'ils arrivent comme un escadron de la mort, le sound design, c'est la première fois que Jake utilise son fusil d'assaut dans le film quand il commence à tirer, et vraiment le sound design, t'as vraiment l'impression que quelqu'un a été, enfin, c'est tellement immersif, mais la qualité, le parcours du méchant, parce que Quaritch, beaucoup de gens se plaignaient du fait qu'il revenait dans le 2e film sous forme de Navi, que c'était un peu facile, qu'à la fin il survivait encore, ce qui est encore le cas à la fin de ce 3e film, hein, et que du coup les gens se disent oh mais c'est chiant, il sera encore là dans le 4e film. Oui, mais justement en fait c'est tuer un personnage quand il devient intéressant, c'est l'erreur qu'ont fait beaucoup de films, où justement ils tuent un personnage et après ils sont obligés de le faire revenir pour une raison X ou Y. Parce que bah oui, les fans l'aimaient bien et en fait on l'a tué, on pensait pas qu'on allait faire la suite, etc. Et pourquoi tuer un personnage qui est aussi intéressant que Quaritch? Parce que justement, quand Jake lui dit bah, en fait tu es mort, enfin tu n'es pas Quaritch, tu n'es pas l'humain, tu es une personne à part entière qui a ses souvenirs, tu as un nouveau corps, tu as des nouveaux yeux, ouvre-les, tu es libre, fais ce que tu veux. Et il le fait, mais pas bien. C'est justement le fait qu'il se radicalise du côté de la tribu des flammes, où justement à un moment il arrive dans un briefing tout bariolé comme eux, et que les autres le regardent genre ça T'as changé la coiffure, bah, voilà, c'est très très drôle, c'est drôle à la fin, mais c'est super intéressant, et c'est tout ça qui fait que j'ai passé vraiment un super moment. Voilà, encore une fois, l'expérience en salle compte beaucoup, ça sera sûrement moins bien même sur la meilleure des télés, mais je trouve que c'est très rafraîchissant, et c'est quand on parle d'un blockbuster qui est un événement, je pense qu'Avatar c'est vraiment l'exemple parfait. Alors moi je ne pourrais pas te rejoindre sur la qualité des images, parce que oui. Le Mégarama IMAX de Bordeaux, voilà, hein, essayez de faire une 3D qui marche s'il vous plaît, et que votre film soit regardable, parce que les 3h15 étaient
assez compliqué, mais bref, ça c'est un autre truc. Je te rejoins sur plein de points, sur le côté, oui, c'est plus mature, sur la radicalité, sur tout ça. Sur le peuple du vent, le peuple du feu, cette scène, elle est incroyable. Il y a beaucoup de choses qui sont très très fortes dans ce film. Moi, ce qui me pose problème, c'est il y a ce côté Avatar, c'était la trilogie, et il y a une conclusion de trilogie qui devait se faire avec ce troisième film qui ne se fait pas, ça ne conclut rien. Il y a que des portes ouvertes, il y a aucun arc qui se conclut véritablement, ni Quaritch, ni Jake, ni l'arc de Neytiri, ni Varang, ni n'importe quoi. Ça, c'est ce qui m'a embêté le plus. Un peu certain, mais... Oui, mais en fait, c'est-à-dire que ok, on va se retaper Quaritch dans le 4. En fait, la critique est compréhensible parce que ça fait 3 films et que, en fait, le personnage arrive au bout d'un truc où tu sens que là, ils ont une opportunité de conclure et de nous faire une belle conclusion sur le personnage. Et en fait, non. Ah, mais si là, dans le 4, il meurt pas, là, par contre, je vais dire que oui, voilà. Mais justement, moi, je veux le voir devenir un full Navi. Genre, je m'en fous de la RDA des humains. Ouais. Mais qui soit dans le clan des pillards, justement. Ouais. Je suis le Jake vraiment inversé, quoi, mais jusqu'au bout. Et en fait, moi, mon plus gros souci avec ce film, c'est que, bah, en fait, c'est un nouveau film Avatar, si tu veux. Là où le 2, j'étais pas d'accord sur la critique de ce même film, parce que déjà, il y avait un gap technique qui était exceptionnel, et rien que pour ça, Avatar, c'est aussi une démo technique, hein, en partie. Ouais. Là, forcément, ça y est moins entre les deux films. Et Avatar 2, il y avait un nouveau monde parce qu'on redécouvrait Pandora, on redécouvrait une nouvelle facette de Pandora avec la flotte. Et en fait, ce Avatar 3, c'est juste la suite. En fait, c'est La Voie de l'eau partie 2. En fait, puisque c'est vendu comme De Feu et de Cendre, mais au final, le peuple du Feu et des Cendres, c'est 10 minutes dans le film et on les avait vus dans la bande-annonce. Donc ça, c'est moins dépaysant, c'est vrai. J'ai été hyper déçu. La bataille finale, c'est la même que dans les autres films. En fait, c'est les mêmes valeurs de plan, c'est les mêmes actions, c'est les mêmes trucs, juste avec plus de trucs et les nouvelles espèces là sous l'eau, si tu veux, mais ça rajoute pas grand-chose. Et voilà, en fait, effectivement, la critique de ces mêmes films, je la trouvais pas recevable sur le 2, mais je la trouve vraiment justifiée sur le 3 parce que oui, les personnages évoluent, oui, le machin, mais ça, c'est ce qu'on attend d'un film de base. Mais derrière l'univers visuel, c'est toujours la même chose, en fait. Et on n'a rien de plus. On n'a pas de grandes scènes dramatiques, de dévastation, ou de trucs comme ça. Il se passe pas tant de trucs que ça, en fait, visuellement. Quand même. Et non. Et il y a toute cette ville, tu vois. En fait, si tu veux, le climax aurait été dans la ville, au milieu du béton, avec les mêmes plans, les mêmes actions, les mêmes trucs. Ben, j'aurais dit oui, c'est sympa parce on est dans un autre lieu, quoi. Et là, en fait, c'est à nouveau la bataille au-dessus de l'eau. Et le vrai climax, c'est autour du vortex. Oui, mais j'ai pas trouvé ça incroyable non plus. Et il y a un climax avec Neytiri qui attaque la ville pour sauver Jake. Ça, c'est incroyable. Ça, j'ai trouvé ça fou parce que on a un nouveau truc. On a un environnement très brutaliste, oui. Puisque c'est tout gris, c'est que du béton, c'est dégueulasse. C'est ça, et Neytiri qui embrasse en plus son côté humain en se servant de flèches avec lance-roquette que lui a fait Jake. Il y a plein de qualités dans ce film, énormément de qualités, mais il y a des défauts que je trouve vraiment assez pénibles, quoi, de dire, bon, bah, en fait, c'est juste la suite. Ah, le film n'est pas parfait. Hein. C'est pas Avatar 3, c'est Avatar 2.5. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et c'est ce qui a baissé dans mon appréciation du film. Mais il faudrait que je le revoie dans des bonnes conditions et non pas au Megarama IMAX de Bordeaux. Je vous emmerde. Voilà. Donc vous avez bien compris, son opinion n'est pas favorable parce qu'il n'a pas vu le film. Oui, je suis dégoûté de mon expérience en salle qui était catastrophique. Mais c'est autre chose. Pour enchaîner sur la voix de Indrajab et c'est vrai, putain, on n'en a pas parlé encore. Et je pense qu'on peut connecter sur ce rapport à la perte d'un élément, d'une personne dans la famille ou dans un clan, en tout cas, parce qu'il y a un peu cette notion de clan dans le film qui est hyper dure, qui est très mal vécu, et le rapport au deuil notamment. La voix de Indrajab, c'est un film basé sur une histoire vraie. Qui prend place en Palestine, donc dans la bande de Gaza, enfin qui prend place en Cisjordanie, puisqu'on va suivre un groupe de Palestiniens qui travaillent dans un centre d'appel
Le changement de ton est très, Oui, très oui, dur, oui, entre les forcément. deux là. Donc il travaillait dans un centre d'appel ou de secours en fait pour des Palestiniens qui sont en détresse pour réussir à envoyer des ambulances ou des moyens pour les secourir quand ils se font attaquer par l'armée israélienne. Et donc on suit cet employé qui va recevoir un appel d'une petite fille qui est enfermée dans une voiture, entourée de soldats israéliens. Et dans cette voiture, elle est entourée de tous les cadavres de sa famille, en fait. Et on va suivre cet employé qui va essayer, comme il peut, pendant des heures, pendant plusieurs heures, de finir par envoyer une ambulance en essayant de voir avec toutes les organisations autour, avec son patron, avec tout ça, et c'est tout en restant avec la gamine au téléphone qui est terrifiée, qui est terrorisée. Voilà. Tout ça pour que, et là c'est le réel, donc je préfère spoiler le film direct pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, parce que faire du suspense sur une histoire comme ça, je trouverais ça malsain. Donc tout ça pour qu'ils finissent par réussir à envoyer une ambulance, que l'ambulance se fasse abattre par les soldats et que la gamine se fasse abattre dans la foulée. Donc c'est un film qui reproduit, qui cherche à reproduire la réalité de manière très, très froide, en huis clos, qui est très dur et qui en même temps est très beau dans sa mise en scène, puisqu'il va quand même chercher à faire de l'image, à créer du sens, ce que certains pourraient trouver malhonnête ou malsain en se basant sur des faits aussi horribles. Mais quand on parle de cinéma, après tout on fait un film, quoi. Et c'est un film qui le fait bien et qui, surtout dans son dernier acte, va switcher en fait de la fiction au documentaire via un plan qui est hyper intéressant, où en fait les personnes qui sont dans ce bureau ont été filmées via un téléphone portable au moment des faits. Et donc on va filmer le téléphone portable en train de filmer, et dans l'écran on va voir la vidéo avec les vraies personnes, quoi, au moment où on passe sur chaque acteur. Et après ça, après ce plan-là, on va aller sur le lieu où a eu lieu l'action, avec l'ambulance, avec la voiture et tout, pour constater l'horreur. Et donc on switch en fait de la fiction à la réalité. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper fort scénaristiquement. Je suis allé le voir quelques temps après sa sortie. On était 5 dans la salle. Une fois que le générique a été lancé, que les lumières se sont rallumées, on s'est un peu tous regardés en mode... on était choqués, complètement désemparés. Et dans la foulée, j'ai vu Résurrection. En plus, je les ai vus les deux le même jour. Et, le même jour ? Ouais. Putain, oui, d'accord. Et tu sais, la transition pour aller d'un cinéma à l'autre, parce que c'était pas le même cinéma, je marchais dans la rue, j'étais un peu en mode qu'est-ce que je viens de voir, voilà. Je suis en train de me rendre compte que dans mon top 10, il y a pas mal de mes traumatismes de cette année, entre Mémoire d'un escargot, Sirat, Dossier 137 et Inrajab. Voilà, j'ai été beaucoup choqué cette année. Ça me fait un peu penser au film The Guilty. The Guilty. C'est un film néerlandais, il me semble, ou danois, enfin un truc comme ça. Où pareil, tu suis un opérateur, mais là c'est plus des opérateurs, tu sais, de secours de police, qui reçoit un appel de quelqu'un qui s'est fait enlever justement et qui essaie de le retrouver au fur et à mesure, mais où c'est en huis clos pareil, en fait, tu quittes pas la cabine d'opération, en fait. Ça me fait un peu penser à ça. Mais là pour le coup c'est de la fiction totale, quoi. Et il y a ce truc horrible que, en fait, ils ont un plan du truc avec la gamine qui est là, et t'as l'ambulance qui est à 8 minutes. C'est-à-dire qu'ils sont à côté, tu vois. Mais ils peuvent pas les envoyer en sécurité parce qu'ils ont peur qu'ils se fassent abattre. Donc ils sont obligés de négocier. Et ça prend des heures. Pendant ce temps, l'autre, il est toujours au téléphone à essayer de rassurer la gamine parce qu'il peut pas la quitter. Et voilà, donc c'est... Non, il est terrible, ce film. Mais il est excellent. Et à la fois, c'est un film qui marque et qui laisse pas indifférent. Voilà. Mais du coup, je pense que ça serait un peu malvenu de faire des parallèles entre les deux films. Même si c'est deux films qui parlent de la guerre, de ses conséquences. Des conséquences de la guerre, de l'horreur, des retombées sur les civils. Parce que forcément, Avatar, c'est de la science-fiction, mais d'une certaine manière, ça s'inspire forcément de la réalité. Ah, mais Cameron le dit. C'est littéralement
un peuple qui qui a envahi un autre peuple, quoi. Petit à petit sur son territoire, tu vois. Mais c'est ça, le plus gros parallèle, surtout pour le premier film, c'était celui entre les Amérindiens et les colons anglais, quoi. Voilà, mais ça peut être transposé à n'importe quel type de conflit. Pour conclure, à la première place de ce top, Arco, pour ma part. Et enfin, voilà, on en parle depuis longtemps, Sinners. T'es qui, toi? I ain't ever seen no demons, no ghosts, no magic. Sinners, mon flop 7. C'est ça, et mon top 1. Ton top 1, genre, que t'aies aimé le film, ok, mais top 1. Ouais. Genre, c'est le film que tu retiens de cette année. Et je suis allé le voir 2 fois au ciné. Ouais. Oui, mais je l'ai dit dans la vidéo flop, je suis allé voir une fois et après je t'ai amené pour le voir, t'as pas aimé, je t'ai dégoûté. Ouais, il m'a traîné dedans. Ouais. Parle d'abord d'Arco parce que, pareil, film sorti en fin d'année que je n'ai pas pu voir alors que tout le monde dit qu'il est trop bien et je suis un peu dégoûté. Et comme ça, ensuite, je pourrais te dire ce que j'aime dans Sinners. Et... On garde le suspense pour la fin. Et pourquoi j'ai raison et pourquoi tu as tort. Arco, film d'animation français. Qui nous raconte l'histoire de ce jeune garçon qui vit dans un peuple qui vit au-dessus des nuages et où tous les adultes, ou en tout cas toutes les personnes passées un certain âge, ont des capes magiques qui leur permettent de voler dans le ciel et de traverser les époques. Et notamment, ils se rendent à des époques où il y a des dinosaures et tout. Et lui, ce petit rêve d'aventure. Il rêve d'avoir l'âge et tout, mais il ne l'a pas encore. Il n'a pas le droit de voler. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voler une cape, tout simplement. Et il va s'envoler une nuit pendant que ses parents sont endormis. Grave erreur, parce qu'il ne sait pas voler. Donc, il va se casser la gueule et il va atterrir dans une époque qui n'est pas la sienne, sur Terre donc, quand même assez avancée dans le futur, puisque c'est une humanité qui se protège de pas mal de dérèglements climatiques, puisque toutes les maisons sont entourées par des bulles quand il pleut trop ou quand il y a des incendies par exemple, et ils ont tous des robots domestiques, notamment des robots assez sympathiques. C'est un film qui, à certains égards, rappelle Mars Express, pour ceux qui ont vu, parce que c'est un peu le même style d'animation. Et c'est français. Et notamment sur ce rapport à la robotique, tout ça, où je trouve que les robots, de manière générale, sont toujours mieux traités dans les films français que dans les films américains. Bon, ça c'est un autre débat, mais les robots sont bien traités dans ce film. Et donc il va essayer de comprendre, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui vit à cette époque, qui est en conflit avec ses parents, elle aussi. Et tout le truc, ça va être d'essayer de faire remarcher sa cape, puisqu'il a un petit diamant sur le front qui est censé lui permettre de marcher, mais qu'il a perdu, pour qu'il puisse retourner à son époque et d'essayer de recréer les conditions pour qu'il puisse voyager dans le temps. C'est une histoire très belle, notamment sur la relation qu'ils vont entretenir les deux, sur voilà, le fait qu'ils soient séparés temporellement par des centaines d'années, parce que il n'y a pas une timeline exacte, mais voilà, il y a plusieurs centaines d'années, c'est vraiment deux époques de l'humanité très séparées, et de comment est-ce qu'il va essayer de s'intégrer, de comprendre comment ça marche, quand il va comprendre qu'il est un peu coincé aussi, et toute la résolution en fait, et la manière dont il va finalement retrouver ses parents à la fin, que je ne vais pas spoiler ici, mais que je trouve d'une beauté terrible. La manière dont il va retourner chez lui, c'est sublimissime. Ça m'évoque beaucoup des films comme Le Géant de Fer, qui, pareil, prennent ce genre d'environnement un peu science-fiction pour développer des histoires profondément touchantes. Voilà. Et il y a pas mal de moments très très drôles, notamment avec ce trio de personnages un peu fous, un peu complotistes, qui sont persuadés qu'il y a des gens qui viennent d'autres époques et qui tracent des arcs-en-ciel dans le ciel, mais tout le monde les prend pour des fous. Et en fait ils ont raison. C'est Bugonia en fait. C'est Bugonia. Et en fait ils ont raison. Comme quoi les complotistes ils ont toujours raison. Non, c'est pas. Et en fait la Terre c'est une kippa sur un ballon.
Non, c'est un film absolument sublime. Merci Animation Française de nous faire des films aussi beaux et qui finissent à la première place dans un top. Voilà, c'est mon film préféré de cette année. C'était sublime. Je vais dire merci Hollywood. Non, je rigole. Et du coup, pourquoi Sinners était aussi haut dans mon classement? Parce que déjà, il est sorti quand même relativement tôt dans l'année, il me semble, il est sorti en avril. Et quand j'en parle de coup de cœur, vraiment coup de cœur, parce que de base, le film, de ce que j'avais vu, j'ai pas regardé tant de bandes annonces que ça, mais c'était film de vampire, film d'époque, réalisé par Ryan Coogler. Je me suis dit, parfait. Ça sent bon cette histoire. Voilà, ça sent bon. Ça sent le très très bon. Et toi, le folklore vampire de base, t'aimes ça ou... Ouais, enfin, ça dépend lesquels, tu vois, quand c'est trop classique ou quoi, mais là, en fait, quand c'est des trucs de vampires en époque victorienne Dracula, très souvent, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais. Mais là, vu que quand c'est en fait, prendre des trucs classiques, mais le mettre dans des trucs d'époque, par exemple, les films de zombies, c'est souvent très contemporain. Ouais. Par exemple, tu fais un film de zombies qui se passerait au Moyen-Âge. Ah, ok, déjà, il y a un truc, tu vois. Ouais. Donc, pourquoi pas. Et là, ça en faisait partie. Et bon, le film, techniquement, la photographie est fantastique, est très très belle. Il y a vraiment un côté péloche, rugueux. Enfin, on ne sait pas, ça ressemble pas à une publicité comme plein de films maintenant. C'est vraiment très joli. Les performances d'acteurs sont très cool. Et sachant que chaque personnage quasiment est mémorable pour un truc. C'est-à-dire que chaque personnage est très identifiable. Ce qui n'est pas souvent le cas dans les films d'horreur où tu as des personnages qui sont un peu laissés pour compte. Mais là, chaque personnage a un peu sa scène, peut un peu briller, a son utilité à un certain moment. Même des personnages qui sont plus des comic relief. Enfin, vraiment, c'est ça que j'ai bien aimé. Mais c'est surtout tout l'apport et le sous-texte lié à la musique, où on te dit au début du film que certaines personnes ont un tel talent, une telle affinité avec la musique qui serait capable de transcender l'espace et le temps pour renouer un peu avec leurs ancêtres, etc. Et il y a cette scène, donc toi pour le coup tu avais aimé, où justement le jeune Sammy qui joue dans le bar de ses cousins qui sont des mafieux, réussit à invoquer, mais en fait à l'insu de tout le monde, tu vois, parce que c'est vraiment juste dans le ressentiment, à invoquer, on va dire, la musique passée et future afro-américaine, hein, que ce soit les musiques traditionnelles africaines, le rap ou le rock, mais aussi d'autres personnages, parce que dans ce bar-là, il n'y a pas que des personnages afro-américains, il y a aussi des personnages asiatiques, et aussi oui. C'est vraiment le côté... c'est toutes les minorités qui vivent aux États-Unis. C'est ça, il y a vraiment ce côté... en tout cas à l'époque, il n'y a pas de latino, quoi que je sais plus. Bref. C'est vraiment une scène très intéressante et qui marque la fin de, on va dire, la meilleure partie de la soirée, jusqu'à l'arrivée du vampire, du vampire qui s'appelle Remick, et qui lui justement est appelé par tout ce côté fantastique et par les talents du jeune musicien, où il dit en fait, moi j'ai envie de tes pouvoirs, j'ai envie de les récupérer, et en fait on se dit juste, ah mais c'est parce qu'en fait il veut se les approprier, et il y a un peu ce parallèle où on se dit, ah c'est le mec blanc qui arrive à la soirée, il veut s'approprier la culture des Afro-Américains, etc. Et il y a un peu ça, mais c'est surtout plus profond, parce que lui en fait on se rend compte qu'il est irlandais, mais un irlandais de là à l'époque, parce que forcément c'est un vampire, donc il est mortel, etc. Et on comprend par son discours, par sa personnalité et par sa chanson qui est fantastique, Rocky Road to Dublin, que j'ai écouté en boucle, qu'en fait lui aussi a vécu le colonialisme, mais de la part des Anglais, qui a été chassé de sa terre, de ses cultures, qu'il a dû oublier, se détacher de ses racines, et se rattacher à ses racines et faire perpétrer leur culture. C'est ce que cherchent à faire les personnages afro-américains, et en fait lui est jaloux de ça en fait, et justement il les invite en disant, mais en fait si vous me rejoignez tous et que vous devenez tous des vampires dans ma ruche, enfin dans mon esprit collectif, on pourra s'affranchir de tout ça, on sera plus persécuté, il y aura vraiment tout ce côté vivons libre. Mais forcément toi en tant que si tu es du point de vue des personnages, tu te dis non mais attends, j'ai pas envie de devenir un espèce de zombie chelou, enfin c'est le côté, voilà, les vampires ont toujours eu ce côté très menaçant, mais aussi très attrayant de je peux t'offrir des choses, etc. Et là il y a un peu ça, mais c'est pas juste je t'offre la vie éternelle, il y a aussi ce côté communautaire, tous en communion, se libérer de nos chaînes, etc. Se venger de ceux qui nous ont fait du mal, enfin, qui peut être très attrayant. Et c'est ça que j'ai bien aimé, surtout moi, j'aurais aimé trop en voir plus sur les Amérindiens au début du film, qui pourchassent Remick justement avant qu'ils réussissent à se cacher chez les gens du Ku Klux Klan, où tu dis
j'ai trop envie de voir ces Indiens, en fait, les voir chasser des vampires, comment ils en sont arrivés à le trouver, et surtout qu'en plus, lui, quand il arrive, il se chie dessus. Tu sais, Tu veux un préquel à Sinners? Non, pas forcément un préquel, mais on va dire la nuit n'est pas encore tombée, il est vulnérable, et justement, dès qu'il peut prendre le pouvoir, il est totalement flippant, et je trouve que Jack O'Connell se démerde très bien dans ce rôle-là. La dernière scène, par contre, l'espèce de scène post-générique, était pas obligatoire. Qui se passe dans les années 90, où il y a Sammy en vieux, tu sais, qui joue de la musique, et que deux personnages qui reviennent. C'était pas obligatoire. Bon, ok, pourquoi pas le film. Mais globalement, une très belle histoire, voilà, sur le côté humain, sur le côté communautaire, voilà, où tu vois tous ces gens qui s'entraident pour faire, pour créer ce rêve de, voilà, d'avoir une nuit peut-être où ils seraient entre eux, de pouvoir s'exprimer comme ils veulent. C'est profondément touchant. Je trouve les dialogues sont plutôt sympas entre les personnages qui s'envoient des vannes ou quoi. Plusieurs trucs qui reviennent. Alors il y a des références, par exemple, référence à The Thing, quand ils goûtent tous de l'ail en cercle pour savoir qui est le vampire parmi eux. Oui, que l'autre a dit non, mais moi j'aime pas l'ail. Ouais, c'est ça. Mange. Mange. On s'en bat les couilles. Mange. Et qu'au final, ils se rendent compte qu'il n'y a aucun top. En fait, ils ont juste laissé un mec dehors. Et qui pensait qu'il était mort, alors qu'en fait non, c'est juste qu'il s'était renversé du vin dessus. C'est très drôle. Il y a des touches d'humour par-ci par-là qui sont bienvenues, mais ouais, c'est peut-être que dans un an ou deux je te dis ça sera peut-être pas le film, peut-être des fois les tops ils changent et tout, mais là cette année vraiment je l'ai vu, j'ai vraiment été surpris. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ça spécifique. Je pensais pas que ça allait aller dans ces thèmes-là. Je pensais que ça allait être très bien fait, mais très plan-plan. Et en fait, non, c'est vraiment tous ces thèmes qui sont abordés qui m'ont. J'ai vraiment apprécié ce qu'ils en ont fait. La preuve, je suis allé voir une deuxième fois et là, je l'ai pas encore revu en Blu-ray parce que j'ai acheté le Blu-ray. Je l'ai pas encore revu parce que j'attends le bon moment, mais je le reverrai vraiment avec plaisir, quoi. Mais je comprends que certains aient pu trouver ça un peu osef ou juste sympa, voire surcoté, ce que je peux comprendre, mais non, ou juste mauvais, enfin, voire carrément mauvais. Je veux pas le dire, voire carrément mauvais, mais voilà, c'est un coup de cœur et c'est pas le genre de, enfin, c'est très bien. C'est les goûts et les couleurs, même s'il y a les goûts et tes couleurs de merde, comme diraient d'autres, mais les goûts de chiottes et tes couleurs de merde. C'est ça. Mais, voilà, je suis pas mécontent. Très bien. Et si vous voulez m'entendre parler en mal de ce film, allez voir la vidéo flop finalement. Non mais oui, effectivement, le film a des qualités, mais voilà. J'ai pas dit que c'était un film catastrophique. Ah non, non, bien sûr. C'est juste parmi les films que j'ai le moins aimé cette année. Voilà, mais pas dans les films que j'ai détestés non plus. Voilà. Non, il y a Minecraft pour ça. Oh oui, bref. Mais aujourd'hui, on a parlé de bons films. Arco, Sinners, si on devait les relier, c'est des films où il y a cette idée que ta communauté traverse les époques, transcende le temps un petit peu, au-delà de ton individualité propre. Il y a beaucoup, là dans les tops, il y a beaucoup cette notion d'héritage, de transmission, tout ça. C'est des sujets qui parlent beaucoup. Mais... Ouais, mais c'est peut-être aussi, tu vois, des sujets de 2025, les trucs, les questions qu'on se pose. On en avait beaucoup parlé aussi dans la vidéo de Paul Thomas Anderson, parce que, bah, tu vois, sur Une bataille après l'autre, PTA, il a fait toute sa carrière, en fait, sur tous ses films. Ça parle d'héritage, ça parle de transmission, ça parle de tout ça. Et c'est vrai qu'on retrouve pas mal ça dans les films sortis cette année. C'est des thématiques assez modernes sur quelle est notre place dans ce monde, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations suivantes, tout ce qui est 28 ans plus tard. C'est complètement ça, quoi. Une chouette année en termes de cinéma. On a eu beaucoup de propositions. Alors pas forcément au niveau des gros films, les gros blockbusters n'étaient pas forcément tous de qualité, mais je trouve que sur la scène indépendante, on a eu vraiment des très très bonnes propositions. Et tant mieux. Et tant mieux, voilà, sur les films d'auteur, on s'est vraiment régalé cette année. Et j'espère que 2026 sera bien, avec aussi des films à gros budget qui sont très bien et qui marchent, de faire marcher les bons films, quoi. C'est ça. Et promis, je regarderai moins de films de merde sur Prime Video. Une romance dans les flops, j'espère. Et ben on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la chaîne, pour entamer cette troisième saison de Rien à voir les films. Déjà, bah oui, on a très très hâte et on prépare des nouveaux formats. Voilà. Et on vous donne rendez-vous à bientôt sur la chaîne. Sur ma chaîne perso aussi, si vous voulez faire un petit coucou. je vais poster mon top entier, donc comme ça, vous pourrez chier sur mes goûts. C'est quoi le nom de ta chaîne ? Ben Prod Edits. Ben Prod Edits. Vu que t'es un crack du montage, tu mettras mon nom ici. Exactement. Voilà. Et bah oui, à bientôt. Et ben on fait ça. Voilà. Allez. Bonne année de film, bonne année tout court, meilleurs vœux.
Ciao, bye. Salut.